Bien. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On va commencer. Je vais parler aujourd'hui un petit peu de ce que je n'ai pas eu le temps de traiter la fois dernière, la fin du chapitre 5. Donc pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas été là, il reste quelques tirages du chapitre 5 devant, ici. Donc n'hésitez pas à venir en chercher si vous n'en avez pas. Avant de commencer vraiment, je voudrais vous rappeler également le séminaire qu'on va avoir à 11h30. Ce sera Michal Oukine de Harvard qui va nous parler d'optique quantique avec des systèmes en interaction forte, des atomes en interaction forte et des systèmes nanophotoniques. Voilà, donc le cours d'aujourd'hui va porter sur deux parties à peu près égales. D'une part, j'aimerais terminer le cours sur les oscillations de blocs et leurs applications. Et puis, la deuxième partie, elle, sera sur le premier exemple de topologie dans un réseau, à savoir, je parlerai des points de Dirac. Je vais baisser un peu la lumière. Voilà. Alors, je voudrais commencer donc par cette partie sur les oscillations de blocs, et je voudrais vous rappeler ce qu'on avait vu ensemble la semaine dernière, en partant de l'article de Zener et d'une figure de Zener. Alors Zener, lui, en 1934, s'était posé la question du mouvement d'électrons dans un cristal, et il s'est posé la question de savoir ce qui arrivait à ce mouvement électronique en présence d'une force extérieure, force créée par un champ électrique uniforme. Son idée était de voir quand est-ce qu'il se produisait un claquage dans ce cristal, qui pouvait être un isolant par exemple, et à savoir que les électrons pouvaient être accélérés par cette force. Donc Zener faisait ce dessin qui a un sens semi-classique, comme on l'a vu ensemble, où il partait des bandes d'énergie dans le cristal, donc il y avait en particulier une bande autorisée de largeur delta E, et il traçait cette bande d'énergie en fonction de la position en ajoutant le potentiel moins F fois X associé à cette force grand F. Et donc dans cette image semi-classique, on a des bandes qui dépendent de la position petit x, et si on prend un électron qui part du point A, eh bien, ce que dit Zener, c'est que cet électron va être accéléré jusqu'à ce qu'il arrive ici au niveau du point B où il rencontre la bande interdite. Et là, de deux choses l'une, ou bien il peut passer par effet tunnel à travers cette bande interdite et puis être accéléré de nouveau, etc. Et ça correspond au phénomène de claquage qu'il cherche à décrire. Ou alors, l'électron n'arrive pas à passer par effet tunnel, il fait demi-tour, il repart, il retourne au point A et il recommence pour une nouvelle oscillation. Et comme ça, l'électron tente sa chance périodiquement. Et encore une fois, ce qui intéressait Zener, c'était vraiment le passage par effet tunnel ici, une transition Landau-Zener. Ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, c'est plutôt le phénomène d'oscillation lui-même, c'est-à-dire quand il ne se produit pas cette transition par effet tunnel, eh bien, quelle est l'oscillation et à quoi ça peut servir de voir cette oscillation d'électrons entre les points A et les points B. En tout état de cause, on avait sorti la période d'oscillation, claquage ou non, on avait sorti la période d'oscillation, ou plus précisément sa pulsation oméga B, qui est telle que h bar oméga B, c'est le travail de la force grand F sur une période petit a du réseau, donc oméga B, c'est FA sur h bar. Ça, c'est la pulsation avec laquelle l'électron oscille dans cette bande quand la transition ne se produit pas. On avait vu ensuite deux manières d'implémenter ce problème réseau plus force constante avec des atomes et de la lumière. Donc l'hamiltonien qu'on cherche à réaliser, c'est donc un hamiltonien du type P carré sur 2m plus V de x, où V de x est périodique. Pour le prendre simplement, on va prendre V0 sinus carré kx, moins une force F fois x. Il y a deux manières. La première, c'est la manière où la force grand F est réelle. Et un exemple de force grand F réelle, c'est simplement la gravité. Donc si je mets un réseau vertical et je prends en compte en plus la force grand F qui est égale à mg, eh bien je suis vraiment dans ce cas de figure-ci. Deuxième cas, c'est quand la force grand F est un peu moins réelle, si je puis dire, c'est-à-dire c'est une force d'inertie. On se place dans un référentiel accéléré, on prend un réseau créé par deux ondes, initialement à la même pulsation oméga, et puis on se débrouille pour mettre une phase φ1 sur l'onde de gauche, une phase φ2 sur l'onde de droite, et les phases φ1 et φ2 défilent dans le temps, varient de manière quadratique, pour faire simple, donc sous cette forme-là, k gamma t carré sur 2 pour l'une, moins k gamma t carré sur 2 pour l'autre. Et à ce moment-là, eh bien, c'est facile de voir que les nœuds et les ventres du réseau sont accélérés avec l'accélération gamma dans le référentiel du laboratoire. Donc si je passe dans le référentiel du réseau de sorte à avoir un potentiel V de x qui ne dépend pas du temps, eh bien j'ai en plus la force d'inertie grand F égale moins m gamma. Donc dans les deux cas, on est en présence d'un problème qui est similaire à celui que Zener s'était posé en 1934.
Alors toujours dans les rappels de la semaine dernière, je vous avais donné un exemple, parmi beaucoup d'autres, enfin je vous ai donné plusieurs exemples, mais là j'en remets un exemple d'oscillation de bloc dans un réseau optique. Donc là, on est dans le cas où la force F est bien réelle, c'est la force de gravitation, mg. Donc la pulsation de bord est telle que h bar oméga égale petit a, la période du réseau, fois mg. Et là, vous avez une expérience faite dans le groupe de Guglielmo Tino à Florence, avec des atomes de strontium. Vous voyez un nombre d'oscillations de blocs considérable, puisque là, c'est l'oscillation numéro 9800, donc pratiquement 10 000 oscillations au bout d'un temps d'une vingtaine de secondes. Et les atomes oscillent comme ça, très régulièrement. Et avec ça, c'est une première manière pour mesurer petit g, puisqu'on a une bonne précision sur la pulsation de l'oscillation de blocs. Donc, comme cette pulsation est directement reliée à petit g, si je connais la masse de l'atome et la période du réseau, eh bien, je peux en déduire l'accélération de la pesanteur à Florence. Une dernière chose dans ce rappel, c'est la manière dont on s'y était pris pour décrire ce problème des oscillations de blocs dans l'hypothèse où on reste effectivement dans la bande fondamentale, où il n'y a pas cet effet tunnel qui fait passer les bandes excitées, le claquage de Zener. Eh bien, une bonne manière de regarder le problème, c'est de se placer dans cette représentation de bandes dites répétées, où on trace, en fonction du quasi-moment Q qui varie de moins l'infini à plus l'infini, la position des énergies En de Q. N, c'est l'indice de bande, Q, c'est donc ce quasi-moment. Et Q varie de moins l'infini à plus l'infini, c'est-à-dire qu'on ne restreint pas Q à la première zone de Brillouin entre moins K et plus K, où K est le vecteur d'onde du laser qui crée le réseau, mais on répète cette zone de Brillouin un nombre infini de fois. Ça, c'est un schéma qui est tout à fait légitime, pourvu qu'on se souvienne qu'un Q qui est dans la zone de Brillouin ici correspond à un état qui est le même, si je garde la même bande, qu'un Q qui est décalé de 2K ou un Q qui est décalé de moins 2K. Du moment qu'on se souvient que c'est bien le même état propre qui est associé à la ligne verticale qui est ici, la ligne verticale qui est là ou la ligne verticale qui est là, il n'y a rien de faux à considérer ce schéma de bande répétée. Et dans ce schéma de bande répétée, eh bien, l'oscillation de bloc, ça consiste simplement à faire défiler le quasi-moment comme ça, à une vitesse uniforme. Le quasi-moment défile en partant d'une valeur initiale Q de t comme ft sur h bar. Donc il défile à vitesse uniforme et on voit donc tout de suite la période de bloc sortir, puisque la période de bloc, c'est le temps qu'il faut attendre pour que le quasi-moment passe d'une certaine valeur, disons dans la première zone de Brillouin ici, à la valeur qui correspond au même état propre, mais décalée de 2K, où il est passé dans cette zone adjacente à la zone de Brillouin. Voilà. Et sur le plan des vecteurs d'état, donc, ou des fonctions d'onde, eh bien, l'oscillation de bloc peut se décrire de la manière suivante. Si je pars à l'instant t égale 0 d'une fonction qui est une fonction de bloc état propre de Hamiltonien p carré sur 2m plus v de x, donc quelque chose qui est cette onde plane et puissance ix fois le quasi-moment q initial, et puis la fonction périodique associée à la bande n et ce quasi-moment, eh bien, à l'instant t, la forme de la fonction d'onde, c'est toujours cette onde plane, mais cette fois-ci avec un q de t, où q de t est écrit comme ça, puissance x fois q de t, et puis la fonction périodique, toujours pour l'onde n, puisque je suppose qu'il y a une suivi périodique de la bande n, il n'y a pas ces transitions de l'endozénaire qui correspondent au claquage, un pour le quasi-moment q de t. Voilà. Donc, je vous rappelle, l'oscillation de bloc, ça consiste à suivre adiabatiquement cette bande-là. Au contraire, les transitions de l'endozénaire correspondent, le claquage correspond à un passage non adiabatique ici, passer de la courbe rouge à la courbe bleue, puis la courbe verte, etc. Voilà, donc ça c'est ce qu'on avait vu ensemble la dernière fois. Et j'aimerais passer maintenant à un autre point de vue sur ces oscillations de bloc, autre point de vue qui est donné par ce qu'on appelle les échelles de Van Stark. Le problème qu'on va se poser là, maintenant, c'est le suivant. Est-ce que, plutôt que de travailler avec l'hamiltonien p carré sur 2m plus v de x, donc l'hamiltonien dont les états propres sont les fonctions de bloc et dont les valeurs propres sont ces bandes d'énergie, est-ce qu'on peut directement chercher les états propres de l'hamiltonien total, c'est-à-dire l'hamiltonien avec le potentiel périodique et l'hamiltonien qui contient cette force F uniforme, donc ce potentiel linéaire en x. Donc le but, je répète, c'est de trouver les états propres finalement d'un hamiltonien correspondant à l'énergie cinétique plus le potentiel qui est représenté ici, ce potentiel tilté, qui est la somme d'un potentiel périodique en sinus carré kx plus un potentiel linéaire en moins fx. Alors ça, a priori, quand on se rappelle ces cours de physique quantique de première année,
eh bien, on voit tout de suite qu'on attend pour cet Hamiltonien un spectre continu, c'est-à-dire que quelle que soit l'énergie grand E que je vais me donner ici, je vais pouvoir trouver des fonctions propres qui vont être associées à cette énergie grand E, des fonctions qui se comporteront ici comme quasiment des ondes planes en puissance I kx avec un k qui dépendra de x parce que le potentiel lui-même dépend de x, mais disons que c'est un problème dont on sait qu'il a toujours une solution, quelle que soit l'énergie grand E que je prends, eh bien, je vais trouver un état propre possible. Donc, a priori, on a un spectre continu, donc il n'est pas très simple de reconnaître là-dessus ce qui peut donner naissance aux oscillations de blocs. Néanmoins, quand on regarde d'un petit peu plus près, on se dit qu'il peut y avoir des résonances dans ce problème, en fonction de grand E, en fonction de la valeur que je prends pour l'énergie grand E, donc pour mon état propre. Je peux avoir une énergie grand E qui correspond à l'énergie qu'aurait un état lié dans ce puits de potentiel, local ici, si je n'avais pas d'effet tunnel. Si je n'avais pas d'effet tunnel à travers cette barrière-ci, eh bien là, donc, je pourrais avoir des états liés. Maintenant, je sais que j'ai de l'effet tunnel, donc je n'ai pas vraiment d'état lié au sens strict du terme, mais si mon énergie grand E asymptotique ici coïncide avec l'énergie de l'état lié que je peux avoir là-dedans, eh bien, je peux avoir finalement un passage par effet tunnel, la particule qui reste un certain temps dans cet état que je peux qualifier de quasi-lié, et puis la particule finit par ressortir par effet tunnel, mais je peux ressortir comme ça des états qui ressemblent à des états quasi-liés, et c'est ces états qui vont ensuite pouvoir être connectés aux oscillations de blocs qu'on a vues avant. Donc, c'est des résonances qui sont un peu du type Fabry-Perot pour les opticiens dans la salle, hein, où vous envoyez de la lumière ici. La lumière peut se réfléchir sur le miroir d'entrée, ça correspond à faire demi-tour juste ici. Mais la lumière peut aussi passer à travers le miroir d'entrée qui est semi-transparent, et puis ensuite, elle peut faire un grand nombre d'oscillations à l'intérieur de la cavité avant de ressortir. Eh bien, la cavité, c'est simplement cet état quasi-lié à l'intérieur. Donc, si je me pose le problème, encore une fois, le plus général des états propres là-dedans, eh bien, c'est un problème qui est non trivial, c'est un problème de spectre continu dans lequel il va falloir identifier des résonances de diffusion, ce qu'on peut faire en utilisant le formalisme de la matrice S, par exemple. Et il y a toute une littérature, je cite quelques exemples, quelques références dans les notes, il y a toute une littérature là-dessus, mais encore une fois, c'est un problème qui n'est pas simple. Le problème change complètement de nature et devient infiniment plus simple si on décide de se restreindre à une seule bande d'énergie. C'est-à-dire qu'on sait a priori qu'on a suivi adiabatique quand on raisonne en termes d'oscillation de blocs, donc on dit très bien, puisque j'ai un suivi adiabatique d'une bande d'énergie, je me restreins à cette bande d'énergie, est-ce que je peux revenir au problème de Wannier-Stark? Et là, à ce moment-là, le problème devient beaucoup plus simple. Le problème, je peux le représenter comme ça, d'une manière très schématique. Hein, si je me restreins à une seule bande d'énergie, eh bien finalement, je peux représenter l'espace de Hilbert pour ma particule par dire la particule est sur le site J, la fonction de Wannier WJ, ou sur le site J plus 1, fonction de Wannier WJ plus 1, etc. Et puis, j'ai donc chacun des sites qui est couplé par effet tunnel. La particule peut sauter du site J à J plus 1 avec l'élément de matrice grand J. Et à ce moment-là, eh bien, on va le voir ensemble dans un instant, le spectre devient complètement discret. Il y a uniquement des états liés dans ce problème. Le spectre est complètement discret. C'est-à-dire que le spectre continu que j'avais à la diapositive précédente, quand je prenais en compte toutes les bandes d'énergie à la fois, eh bien, sa nature change. J'ai maintenant un spectre complètement discret et avec donc uniquement des états liés. Alors évidemment, il n'y a pas de repas gratuit, comme on dit en anglais, et les états liés qu'on va trouver ici, en fait, ne sont pas des vrais états liés, c'est-à-dire que ce sont des états qui acquièrent une largeur finie, une durée de vie finie, si je me souviens que l'approximation à une bande n'est qu'une approximation, et si je prends en compte le couplage aux autres bandes. À ce moment-là, quand je prends en compte ce couplage aux autres bandes, par transition de Landau-Zener, eh bien, les états liés que je vais trouver ici, comme je viens de le dire, acquièrent une largeur et ils peuvent, ces états, s'échapper, si vous voulez. Mais puisqu'on a vu la semaine dernière que l'approximation de Landau-Zener pouvait être une très très bonne approximation pour des paramètres pratiques, eh bien, ce problème ici à une bande est tout à fait pertinent et apporte des informations intéressantes pour décrire les expériences. Alors, comment on le résout, ce problème? Vous allez le voir, c'est très simple, hein, ça se fait en deux lignes. Donc, je redessine ici ma chaîne correspondant au potentiel périodique, et je décris l'effet du potentiel périodique par cet élément de matrice de tunnel grand J. Et puis, j'ai par ailleurs la force grand F, la gravité par exemple, ou la force d'inertie, qui est représentée par le fait que j'ai tilté ma chaîne ici. Je donne un écart d'énergie h bar oméga b, qui est donc le travail de la force sur la période du réseau petit a, écart d'énergie entre le site J et puis ses sites voisins, J-1 ou J+1.
Donc l'hamiltonien, si vous voulez, c'est un hamiltonien qu'on a déjà eu l'occasion d'écrire plusieurs fois, c'est moins j t plus t croix, où t c'est l'opérateur qui fait sauter du site j au site j plus 1, t croix fait sauter du site j au site j moins 1. Donc ça, c'est ce que j'ai dans un réseau périodique. Et puis je rajoute l'effet de cette force d'inertie ou la gravité avec ce potentiel donc en moins FA x, qui dans sa version discrétisée s'écrit moins FA fois somme sur j, le site du réseau, j la position fois le projecteur sur le site j. Alors, cherchons les états propres de cet hamiltonien. Ben ça, c'est vraiment pas bien compliqué. On va aller chercher ces états propres sous la forme de combinaison linéaire des différents sites J, donc somme sur J des CJ, WJ. Et si j'injecte cette forme d'état propre dans l'équation valeur propre pour l'hamiltonien, j'obtiens tout simplement une relation de récurrence entre les CJ. Cette relation de récurrence, je l'ai écrite ici. Donc, c'est si j'ai à droite grand E CJ correspondant donc à la valeur propre projetée sur le site J, eh bien, j'ai à gauche moins A fois F, c'est ce que j'avais ici, fois JCJ, donc ça c'est simplement l'effet du projecteur sur le site J, ici. Et puis l'effet du couplage, ben, ça me couple le coefficient CJ au coefficient CJ-1 et CJ plus 1. Donc j'ai moins J, CJ-1 plus CJ plus 1 égale ça. Et ça, ben, ça vous dit peut-être pas grand-chose, cette équation de récurrence, mais en fait c'est exactement la relation qui sert à définir les fonctions de Bessel. Quand vous regardez la définition des fonctions de Bessel de première espèce, J, les Jn de x, eh bien, vous avez x sur 2, jn plus 1 de x plus jn moins 1 de x égale quelque chose étant n, fois jn de x. Et là, c'est clair que cette relation-ci est exactement identique formellement à celle-là. Pour la rendre encore plus évidente, ce qu'il faut, c'est que je prenne cette relation-ci et que je la divise par petit a f. Donc, si je divise par f, je vais me retrouver avec un jcj ici, qui est l'équivalent du njn là. Donc, le coefficient x sur 2 que j'avais ici, c'est j divisé par af. Et puis par ailleurs, pour vraiment pouvoir connecter cette équation-ci à celle-là, il ne faut pas que je prenne n'importe quelle valeur pour l'énergie. Il faut que mon énergie elle-même soit de la forme AF fois un entier, J0, sinon les solutions se comporteront mal à l'infini, divergeront. Donc ça me donne tout de suite la quantification de l'énergie dans le problème. Il faut que je prenne grand E égale AF fois un entier, moins J0. Donc vous voyez comment est-ce que, simplement en regardant l'équation de récurrence, j'en déduis à la fois la quantification de l'énergie, et puis les fonctions propres, c'est-à-dire, j'en déduis les coefficients CJ, ce sera simplement des fonctions de Bessel avec l'argument petit x, où petit x est donné par cette valeur J sur AF à un facteur 2 près. Voilà, donc le problème est vraiment très simple à résoudre. J'ai rappelé ici donc, ce qu'on vient de dire. Je l'ai rappelé en utilisant un paramètre sans dimension que j'avais introduit la dernière fois, ce paramètre que j'ai appelé petit nu, qui est un paramètre qui est intéressant dans cette limite des liaisons fortes. C'est lui qui me donne le nombre de sites explorés lors de l'oscillation de bloc. Je vous rappelle comment est-ce qu'on trouve ce paramètre petit nu. On reprend le dessin de Zener. Donc j'ai cette bande de largeur delta E, ce potentiel qui est tilté par la force grand F, donc une pente grand F ici. Donc la distance entre le point A et le point B, c'est simplement la largeur de bande delta E divisée par la force grand F. Et si maintenant je me demande quel est le nombre de sites que j'ai entre le point A et le point B, sachant que la distance entre deux sites c'est petit a, il faut que je prenne la distance delta E sur F et je la divise encore par petit a, et j'ai ce paramètre nu. Dans cette approximation à une bande, la largeur delta E, ça, on a eu l'occasion de le dire plein de fois, c'est 4 fois J, où J est l'élément de matrice tunnel. Donc le paramètre nu sans dimension du problème, c'est 4J sur AF. Et ça, si vous regardez ce que j'ai défini avant, c'est simplement, c'est relié à la variable grand X, à un facteur 2 près. Donc les fonctions propres qu'on a trouvées à la diapositive précédente peuvent se mettre sous cette forme-là. À chaque site J0 du réseau, eh bien, j'associe un état propre de mon hamiltonien total, l'état de Wannier-Stark. Donc je vais définir une fonction de Wannier-Stark, à ne pas confondre avec une fonction de Wannier. Les fonctions de Wannier, c'était les états qui étaient plus ou moins localisés à chaque site du réseau en l'absence de force extérieure. Les états de Wannier-Stark sont les états propres du potentiel périodique plus la force grand F, enfin le potentiel grand Fx. Donc ces états de Wannier-Stark, phi J0, c'est donc ces fonctions de Bessel grand J avec l'indice J-J0, si vous reprenez ce que j'ai écrit juste à la diapositive précédente, avec l'argument donc, que j'avais appelé petit x, qui n'est autre que nu sur 2, 4J sur AF, je peux revenir en arrière, vous voyez, x ici c'est 2J sur AF, défini comme ça, donc c'est nu sur 2, nu étant 4J sur AF, fois WJ. Donc les états de Wannier-Stark, les phi J, indice 0, sont des combinaisons linéaires des fonctions de Wannier, WJ, avec des poids qui sont donnés par les fonctions de Bessel,
d'indices J-J0 et d'arguments nu sur 2 définis comme ceci. Alors, on peut essayer de les dessiner, ces fonctions de Wannier-Stark ici. Donc ici, j'ai redessiné une chaîne. Donc là, j'ai mis beaucoup de sites. Chaque rond, c'est un des sites, un des WJ. Et je vais me placer dans le cas, disons, typique où nu est égal à 4. Donc je m'attends à ce que l'oscillation de bloc explore 4 sites entre les points A et les points B. Quels sont les états propres de Wannier-Stark? Quels sont les phi J0? Eh bien, comme je dis, c'est les amplitudes de probabilité sur les différentes fonctions de Wannier-WJ sont données par cette fonction de Bessel. Et on connaît les propriétés des fonctions de Bessel, on sait quand est-ce qu'elles prennent des valeurs significatives, enfin des valeurs différentes de 0, significativement différentes de 0. Et il faut que l'indice J-J0 ne dépasse pas la valeur de l'argument, typiquement. Donc si je prends un argument qui est nu sur 2, eh bien, je m'attends à ce que cet état propre de Wannier-Stark, eh bien, il s'étende d'à peu près nu sur 2 de part et d'autre du site central J0. Donc regardons ça. Ici, j'ai pris le site J0 ici. J'ai tracé ici la valeur absolue des coefficients CJ, donc la valeur absolue des fonctions de Bessel, et je vois qu'effectivement, j'ai une amplitude de probabilité assez importante sur le site J0, je suis centré sur lui, et puis si je prends J1 ou J-1, ben j'ai ces coefficients-ci et celui-ci. En fait, ils sont égaux et opposés en signe, J1 est positif, J-1 est négatif, mais là je trace les valeurs absolues, donc ils ont la même hauteur. Ici, j'ai encore un peu de J2 et de J-2, et puis J3 et J-3 deviennent petits, et J4 et J-4 sont quasiment négligeables. Ça correspond bien à cette extension de l'ordre de nu sur 2 de part et d'autre du site J0. Donc voilà, une fois que j'ai résolu complètement mon problème aux valeurs propres pour cet Hamiltonien de Wannier-Stark réduit à une bande, je trouve cet état propre. Et ça, je peux le faire pour n'importe quel site. Ça, c'est l'état propre associé au site J0, mais je peux me décaler d'un, 2, 3, 4, n sites, et j'aurai le même état propre, simplement avec des coefficients qui seront décalés. Alors ici, j'en trace un autre, je ne me souviens plus lequel c'est J0 plus 5, donc je me suis décalé de 5 sites vers la droite, et je retrouve exactement les mêmes coefficients, simplement, ils sont décalés, c'est-à-dire que je suis centré sur J0 plus 5 avec des poids sur J0 plus 4 et J0 plus 6, des poids sur J0 plus 3 et J0 plus 7, etc. Voilà, et donc ça, encore une fois, à chacun des sites du réseau, j'ai un état de Wannier-Stark qui est associé, et ces états sont orthogonaux. Si je prends en compte le signe des coefficients CJ, le fait que J1 est égal à moins J-1, etc., quand je prends le produit scalaire de ça avec ça, je trouve 0. C'est normal, ce sont deux états propres de l'hamiltonien associés à deux énergies différentes. Celui-ci est associé à la valeur propre EJ0, qui est, comme je l'ai écrit tout à l'heure, moins J0 fois F, ou si vous préférez, moins J0 fois H bar oméga B, alors que celui-ci est associé à l'énergie EJ0 plus 5. Donc ces deux états propres associés à deux énergies différentes du même hamiltonien, donc ils sont orthogonaux. C'est une base tout à fait légitime de mon espace de Hilbert, une base orthonormée. Donc je voudrais ici, avant de passer à la physique de la chose et vous montrer comment est-ce que c'est utilisé en pratique, insister sur une remarque mathématique qui est, je trouve, intéressante. C'est comment la nature du spectre de l'hamiltonien change dramatiquement quand on ajoute cette force grand F. Quand je n'ai pas la force grand F, donc quand j'ai simplement le réseau périodique, et quand je fais cette approximation à une bande, donc j'ai cette représentation diagrammatique, si vous voulez, pour le réseau, avec les sites J, et puis là, ils sont tous à la même hauteur, eh bien ça, on connaît, donc, dans l'approximation à une bande, on connaît le spectre, on a une bande d'énergie, donc on a un spectre qui est continu, qui est borné, entre moins 2J et plus 2J, donc on a un spectre qui a une caractéristique mathématique bien précise, continu et borné. Dès que je rajoute une force non nulle, une force grand F, aussi petite soit-elle, j'ai ensuite ce réseau tilté, là, comme ceci, et le spectre change complètement de nature. Le spectre devient maintenant complètement discret, au lieu d'être continu, il est discret, avec des niveaux qui sont donc séparés par h bar oméga b, la pulsation de h bar fois la pulsation de bloc, et ce spectre est non borné, il s'étend jusqu'à plus l'infini et jusqu'à moins l'infini. Et c'est ce qu'on appelle l'échelle de Wannier-Stark. Voilà. Donc, comme quoi, un même hamiltonien, un même espace de Hilbert, enfin, même hamiltonien à la force près, la force grand F près, même espace de Hilbert, peut conduire à des spectres radicalement différents selon que cette force grand F, justement, est non nulle ici ou nulle là. Voilà. Je trouve ça assez intéressant. C'est un exemple très simple où on peut appréhender ça très bien. Alors, comment est-ce qu'on peut étudier ces états de Wannier-Stark, qui sont donc à un point de vue différent sur le même problème que les oscillations de blocs? Eh bien, on peut faire une spectroscopie de ces états. On a donc les états propres de l'hamiltonien complet maintenant, P2 sur 2m plus V2x
moins fx, et on peut faire leur spectroscopie, c'est-à-dire qu'on peut se dire, préparons le système dans un état propre de cet Hamiltonien, donc en présence de la force qui peut être la gravité ou la force d'inertie, et puis étudions où sont ces états propres avec une sonde, une perturbation qu'on va prendre monochromatique, de faible intensité, pour étudier la réponse linéaire du système. Donc cette perturbation, je l'écris W de x et de t, donc elle est monochromatique, je peux l'écrire W plus de x et puissance moins i oméga t plus un complexe conjugué. Et l'idée de cette perturbation, c'est d'essayer de l'utiliser pour faire un couplage résonant entre un état de Wagner-Stark phi j, disons, centré sur le site J, et un autre état de Wagner-Stark phi j', centré sur le site J'. Par exemple, ici, j'ai dessiné les deux états de Wagner-Stark pour une autre valeur du paramètre petit nu. Là, je crois que j'ai pris nu égale 1. L'état de Wagner-Stark centré sur le site J, et puis l'état de Wagner-Stark centré sur le site J plus 1. Alors, ici, on veut donc, j'ai dit, un couplage résonant de phi j vers phi j'. Et les deux mots ont leur importance, couplage et résonant. Je veux un couplage, donc il faut que je me débrouille pour trouver une perturbation intelligente, telle que W plus de x ou W moins de x, est un élément de matrice non nul entre phi j et phi j'. Donc il ne faut pas prendre n'importe quoi, il faut que, puisque phi j et phi j' sont orthogonaux, je vous ai dit, c'est deux états propres du même Hamiltonien, il faut que je trouve une perturbation telle que l'élément de matrice de W plus de x entre phi j et phi j' ne soit pas 0. Et puis par ailleurs, donc, il faut que ce soit résonant, donc il va falloir que je choisisse ma pulsation petit oméga de manière intelligente, c'est-à-dire qu'elle doit être égale à une des fréquences de bord du système. Et là, des fréquences de bord, j'en ai pas beaucoup. La seule fréquence de bord que j'ai, c'est la fréquence de bloc, oméga b, et c'est multiple, puisque tous mes états sont équidistants. Donc il faut que je prenne petit oméga égale plus ou moins module de j moins j' fois la pulsation de bloc oméga b. Et du fait de la symétrie des états de Wagner-Stark, le fait qu'ils se déduisent les uns des autres par une simple translation, eh bien on s'attend a priori à un spectre qui sera symétrique, un spectre d'excitation qui sera symétrique, au moins tant que l'approximation à une bande est valable. Évidemment, quand l'approximation à une bande n'est plus valable, c'est plus compliqué, il n'y a pas de raison que le spectre soit symétrique, mais tant que l'approximation à une bande est valable, on s'attend à un spectre symétrique. Donc, avant de vous montrer un résultat, je voudrais insister sur le fait que, encore une fois, on est en train d'étudier le même problème qu'avec les oscillations de blocs, simplement on prend un point de vue différent. Les oscillations de blocs, si vous voulez, ça revient à étudier la réponse percussionnelle du système. C'est-à-dire que dans les oscillations de blocs, on prépare les atomes dans une fonction de bloc, initialement. C'est onde plane fois la fonction périodique un q de x. Donc, on prépare les atomes dans un état propre de p carré sub m plus v de x. Donc, les atomes ne sont pas dans l'état propre de l'Hamiltonien total. Donc, je prépare les atomes dans un état qui n'est pas un état propre de l'Hamiltonien total, et je regarde comment cet état évolue librement. Et des fréquences qui apparaissent dans l'évolution, j'en déduis donc la pulsation de bloc, et on peut trouver des applications à ça. Le point de vue qu'on prend quand on fait la spectroscopie de Wagner-Stark, c'est de se dire, maintenant, on peut préparer le système, si on veut, dans un état propre de l'Hamiltonien total, donc l'Hamiltonien qui contient la force grand F, et à ce moment-là, eh bien, j'étudie la réponse de ces états propres de l'Hamiltonien total à une sonde de faible amplitude. Donc c'est deux points de vue différents sur le même problème physique. D'un côté, une réponse percussionnelle, d'autre part, une réponse linéaire à une sonde extérieure. Alors, l'exemple que j'ai choisi de montrer ici, c'est une très jolie expérience qui est faite en ce moment dans le groupe de Frank Pereira au CIRT, qui consiste à mesurer la gravité par spectroscopie de Wagner-Stark, précisément. Alors, les atomes qui sont pris dans cette expérience sont les atomes de rubidium. Ils sont placés dans un réseau vertical. La longueur d'onde du réseau, c'est le 532 nanomètres, le YAG doublé, donc le pas, c'est 266 nanomètres. Connaissant le pas et connaissant la masse du rubidium, vous en déduisez la pulsation de bloc, qui en l'occurrence ici est de 569 Hz. Et le réseau, pour la figure que je vais montrer, est choisi de l'ordre de 4 énergies de recul, ce qui, quand vous faites le calcul, correspond à un nu égale 7. Donc les états de Wagner-Stark vont être délocalisés sur environ 7 sites du réseau, chaque état. Et puis, encore une fois, je déduis les différents états en les translatant les uns par rapport aux autres. Alors, la manière dont la spectroscopie est faite fait intervenir deux faisceaux laser qui font une transition Raman. C'est des faisceaux laser qui viennent en plus des faisceaux qui créent le réseau, bien sûr. C'est des faisceaux supplémentaires qui créent cette sonde. Donc, ces deux faisceaux qui créent une transition Raman de l'état G1, l'état fondamental du rubidium, vers l'autre état hyperfin du niveau fondamental, G2. Donc, les deux états G1 et G2 voient évidemment la même gravité, ils ont la même masse
donc il voit le même petit g. Ne confondez pas le petit g ici, qui est l'accélération apesanteur, avec les niveaux G1 et G2. Je suis désolé, on appelle les niveaux fondamentaux G1 et G2 parce que c'est ground state en anglais, mais bon, il ne faut pas confondre ce G1-là et puis le petit g de la gravité. J'espère qu'il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Donc, l'idée, c'est de se dire, G1 et G2 voient les mêmes potentiels gravitationnels, donc ils ont les mêmes états de Wagner-Stark dans le réseau, et donc, les atomes étant initialement préparés dans l'état G1, par transition Raman, je vais coupler un état de Wagner-Stark de l'état G1 à un autre état de Wagner-Stark de l'état G2, et j'aurai un élément de matrice non nul à cause de l'élément de matrice des puissances IKX associées à ces faisceaux laser-là. Et vous allez voir, ça marche très bien. Donc ici, je montre un dessin du groupe de Frank Pereira qui résume ça. Donc, vous partez d'un état de Wagner-Stark centré sur le site, par exemple J égale 0, et puis, selon la pulsation choisie pour cette transition-là, eh bien, on va faire des transitions de l'état de Wagner-Stark centré sur 0 vers l'état de Wagner-Stark centré sur le site 0, mais pour l'état fondamental G2, alors que celui-là, c'est pour l'état fondamental G1. Et puis, si je change ma pulsation, je vais faire une transition du site 0 vers le site 1, du site 0 vers le site 2. Alors attention, là, la représentation est faite comme si l'état de Wagner-Stark faisait intervenir uniquement le site 0. En fait, ce n'est pas le cas. Comme j'ai dit, l'état de Wagner-Stark s'étale sur à peu près 7 sites. Donc, le point de départ de toutes ces flèches, là, il faut le comprendre comme étant en fait un état qui est allé sur 7 sites ici. Et quand vous dessinez une arrivée ici, il faut aussi la comprendre comme une arrivée sur un état centré là, mais qui lui-même est allé sur 7 sites à peu près de part et d'autre, enfin 3 sites et demi de part et d'autre de cette valeur moyenne. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit un résultat qui est superbe. On voit donc un spectre qui est effectivement centré sur la fréquence qui est appelée 0 ici, qui correspond à la fréquence de la transition du site 0 vers le site 0. Donc ça, c'est simplement l'écart hyperfin entre G1 et G2. Donc il n'y a pas de changement d'état de Wagner-Stark, simplement un changement d'état hyperfin. Et puis le spectre est pratiquement parfaitement symétrique par rapport à 0. Donc ce pic-là, par exemple, celui-ci correspond à une transition de 0 vers plus 1, celui-là de 0 vers moins 1. Donc vous voyez une transition de 0 vers plus 2, vers plus 3, vers plus 4, vers plus 5, plus 6, et puis on devine le plus 7. Et ça correspond bien à l'idée que chaque état s'étale sur environ 7 sites. Donc si vous prenez le produit scalaire, l'élément de matrice de W de x entre deux sites, il faut quand même qu'il y ait des coefficients Cn, en prenant ma notation tout à l'heure, qui soient non nuls à la fois sur l'état de départ et l'état d'arrivée. Donc on s'attend bien effectivement à avoir quelque chose qui s'étale plus ou moins de moins 7 à plus 7 ici. Alors avec ce beau spectre-là, on peut en déduire la valeur de petit g en mesurant l'écart par exemple entre le pic 0 et le pic correspondant à 6, une transition vers plus 6, puisqu'encore une fois ça nous donne, c'est relié directement à petit g, 6 h bar oméga b, ce sera 6 mga. La sensibilité obtenue dans le groupe de Frank Pereira est indiquée ici de l'ordre de 10-5 en une seconde, ce qui est exactement la même chose que ce qui est obtenu dans le groupe de Guglielmo Tino à Florence quand ce groupe de Florence fait également une spectroscopie de Wagner-Stark. Ils annoncent, eux, 1,5 10-7 en une heure. Ça, c'est une mesure, évidemment, qui est très précise de petit g. Ce n'est pas une mesure aussi précise que celle qu'on obtient en prenant des interféromètres atomiques en chute libre. Quand on fait de l'interféromètrie atomique en chute libre, à ce moment-là, on peut atteindre en une seconde des pressions qui sont de l'ordre de 10-7, et donc bien meilleures si on intègre dans le temps. Donc il y a quand même 2 ordres de grandeur entre les deux mesures. Néanmoins, il importe de bien comprendre la différence entre les deux mesures. Quand vous faites une interféromètre en chute libre, vos atomes se déplacent de plusieurs dizaines de centimètres pendant la chute libre. Donc la force que vous mesurez, la force de gravité ou autre chose, vous l'intégrez sur plusieurs dizaines de centimètres. Ici, les atomes restent quasiment au même endroit. Enfin, tout ce qui s'autorise, c'est de sauter de quelques sites du réseau, 3 ou 4 sites du réseau, avec une distance de 0,2 microns par site. Les atomes sautent de 1 ou 2 microns seulement. Donc ça, c'est une mesure qui est peut-être moins précise que la mesure en chute libre, mais c'est une mesure beaucoup plus locale. C'est une mesure faite à l'échelle du micromètre, au lieu de la faire à l'échelle de la dizaine de centimètres. Et donc ça, c'est intéressant parce que, comme on va le voir dans un instant, ça permet de se dire on peut aller mesurer petit g ou d'autres forces à une échelle vraiment microscopique de l'ordre de la fraction de micron, puisque finalement il suffit de sauter de 1 site ou 2 du réseau pour avoir cette valeur. Bien, ça, c'est de ça que je vais vous parler maintenant. J'aimerais
dire maintenant quelques mots des perspectives et des applications de ces oscillations de blocs. La première chose que j'aimerais décrire, c'est la mesure de H sur M. Donc, c'est une application métrologique des oscillations de blocs qui consiste à mesurer le rapport entre la constante de Planck et petit m, où m ici est une masse d'un atome. À ce stade, on peut dire peu importe l'atome qu'on va prendre, l'important c'est de mesurer une masse atomique. Alors, ça a une importance métrologique qui est double, je dirais. D'une part, ça rentrera à terme dans la définition d'une nouvelle unité de masse, quand on redéfinira complètement les masses et qu'on décidera de se débarrasser du kilogramme étalon du pavillon de Breteuil. Eh bien, on aura besoin de remplacer ça par une masse qui sera une masse microscopique, et donc les mesures de H sur M avec des masses atomiques seront essentielles là-dedans. Une autre importance métrologique, qui est celle que je vais décrire maintenant, c'est, très brièvement, c'est en lien avec la mesure de la constante de structure fine, cette constante fondamentale des interactions électromagnétiques. On peut avoir une bonne précision sur cette mesure de constante de structure fine grâce à une mesure précise de H sur M. Alors, la constante de structure fine, j'ai rappelé sa définition ici, c'est Q carré sur 4 pi epsilon 0 H bar C, le carré de la charge divisé par la constante de Planck et la vitesse de la lumière, et puis la permittivité diélectrique du vide, epsilon 0. Et il y a plusieurs manières pour déterminer alpha, mais je voudrais en mentionner deux ici, dont une fera intervenir H sur M. La première manière, qui ne fait pas intervenir H sur M, c'est de croire, entre guillemets, à l'électrodynamique quantique. Donc, à ce moment-là, on prend des mesures de ce qu'on appelle l'anomalie géométrique de l'électron, ce qu'on appelle le facteur G-2. C'est la différence entre la précession de l'armor du spin de l'électron et la pulsation cyclotron du centre de masse de l'électron dans un champ magnétique, essentiellement. Et avec ça, donc, si on mesure très précisément G-2, et si on croit à l'électrodynamique quantique pour calculer G-2 par ailleurs, cette électrodynamique quantique calcule G-2 en puissance de alpha. Donc on peut en déduire la valeur de alpha, et c'est Jerry Gabriel C qui a la précision la meilleure à ce stade. On en déduit alpha à 0,37 parties par billion, parties par milliard, si vous voulez, ppb. Maintenant, on peut envisager, c'est ce qui est fait dans le groupe de François Birabin au laboratoire Cassel-Brossel, c'est ce que je vais décrire, on peut envisager de mesurer alpha par une autre manière, qui est indépendante de l'électrodynamique quantique, ou presque indépendante, qui consiste à relier alpha, ou plus précisément alpha carré, à d'autres grandeurs. Alors ces autres grandeurs sont d'une part la constante de Rydberg, divisée par la vitesse de la lumière, le rapport entre la masse de l'atome qu'on va mesurer et la masse de l'électron intervenant dans la constante de Rydberg, et puis ce rapport H sur M qu'il va s'agir de mesurer. Alors, les grandeurs donc R infini sur C et puis M sur ME sont connues avec une bonne précision, comparable à ça. Donc la question, c'est d'avoir H sur M également avec une bonne précision. Je voudrais dire aussi qu'il y a d'autres types de mesures de alpha fondées sur des phénomènes de matière condensée, en particulier les féoles quantiques, mais qui, si j'ai bien compris, ne sont pas vraiment concurrentielles puisqu'elles sont à 18 ppb, donc assez loin de la précision, par exemple, obtenue à Harvard. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend pour mesurer H sur M ? Eh bien, c'est là que les oscillations de blocs jouent un rôle crucial. On utilise les oscillations de blocs pour transférer aux atomes une impulsion bien précise dans le référentiel du laboratoire. Donc, on utilise les oscillations de blocs dans la version accélérée, ou donc avec une phase φ1 et une phase φ2 qui défilent quadratiquement dans le temps, donc cette force d'inertie. Et on avait vu ensemble la semaine dernière, c'était le quiz que j'avais proposé, on a vu ensemble la semaine dernière que l'impulsion finale des atomes dans le laboratoire se déduisait de l'impulsion initiale par une addition d'un certain nombre de fois h bar k, plus précisément de nombre de fois de 2 h bar k. C'était des processus absorption-émission stimulés. Donc, il faut voir les oscillations de blocs dans le cadre de cette expérience comme un moyen de transférer à un atome un très grand nombre de fois 2 h bar k, et un très grand nombre de fois bien déterminé. On sait ce qu'on fait. Ce nombre de fois, ce nombre grand N est entre 500 et 1000 dans l'expérience du groupe du LKB. Donc c'est effectivement un nombre important. Et puis ensuite, eh bien, ce qu'il s'agit de faire, c'est de mesurer la vitesse de l'atome avant d'avoir fait ce transfert, la vitesse de l'atome après avoir fait ce transfert, et relier ça à une fréquence. Alors la manière dont on mesure la vitesse, ou plus précisément l'impulsion initiale et finale, ben, c'est simplement de l'effet Doppler. Plus précisément, c'est la spectroscopie Raman. Donc on envoie là encore une paire de faisceaux qui ont donc des directions K1 et K2 opposées pour faire cette expérience.
entre les deux qui font une transition donc, de l'état initialement peuplé Ga vers un état initialement vide Gb. Ce sont les deux états hyperfins de l'atome de rubidium, là encore. Et pour que cette transition Raman se fasse de manière résonante, eh bien, il faut que la pulsation, l'écart entre les pulsations des deux faisceaux soit bien choisi. Il faut qu'il y ait conservation d'énergie essentiellement. Donc, il faut que h bar oméga p soit égal à l'écart hyperfin delta EHF, plus l'énergie cinétique finale qui fait donc intervenir l'impulsion P plus h bar K1 plus K2, où P c'est l'impulsion de l'atome quand on le mesure, et puis K1 et K2 c'est l'impulsion transférée lors des processus d'absorption et d'émission stimulés. Donc ça c'est l'impulsion finale après le processus Raman, ça c'est l'impulsion avant le processus Raman. Et donc quand vous réécrivez ça, vous développez le carré ici, vous trouvez que h bar sur m, donc comment est-ce qu'on va le relier? Eh bien, je mesure oméga p pour l'impulsion initiale Pin, je mesure oméga p pour l'impulsion finale P finale après avoir transféré le 2n h bar k, et donc en combinant toutes ces équations, on arrive à h bar sur m, la quantité qu'on veut mesurer, égale oméga p, la pulsation qui fait la transition résonante pour l'impulsion finale qui est écrite ici, moins oméga p pour l'impulsion initiale, divisé par le 2n h bar k, ce qu'on a transféré dans l'oscillation de bloc, et également K1 plus K2, ce qui est transféré lors de la sonde Raman, ici. Voilà, donc ça c'est une formule simple à obtenir à partir de ça. Et si on mesure donc le numérateur précisément, eh bien le dénominateur, lui, le grand N est connu, et puis il faut connaître évidemment les vecteurs d'onde des lasers. Donc je remis ici cette formule, donc, et là je donne le résultat publié par le groupe du LKB en 2011, le dernier résultat publié. Ce sont des mesures qui sont faites avec des réseaux extrêmement profonds. La profondeur du réseau, c'est de la centaine d'énergies de recul. Et ça illustre bien quelque chose que je disais la semaine dernière. Quand on a un réseau qui a une profondeur de centaines d'énergies de recul, il n'y a plus d'effet tunnel. Les temps tunnels sont de l'ordre de, je ne sais pas calculer, mais c'est plusieurs secondes, voire peut-être plusieurs minutes ou plusieurs heures. En tout cas, il n'y a plus d'effet tunnel qui joue un rôle dans cette expérience. Les oscillations de bloc n'ont pas besoin de l'effet tunnel pour travailler. Les oscillations de bloc, ce qui compte vraiment, c'est d'avoir une cohérence entre les différents sites du réseau au moment où on charge le réseau. Ensuite, vous avez ce que j'avais appelé cet élévateur à godet la semaine dernière, où vous avez donc les différents sites qui sont à des hauteurs différentes, et donc comme ils sont à des hauteurs différentes dans le potentiel moins fx, ils vont avoir des déphasages différents. La cohérence est maintenue, même s'il n'y a pas d'effet tunnel, s'il n'y a pas de décohérence dans le processus, la cohérence reste. Et ensuite, eh bien, quand on remet les sites ensemble, eh bien, on constate qu'on a transféré l'impulsion juste de Zen h bar k. Donc, on n'a pas besoin d'effet tunnel pour avoir l'oscillation de bloc elle-même, et c'est bien illustré par le fait que ces expériences sont faites avec des profondeurs si grandes qu'effectivement l'effet tunnel est négligeable. Alors, il y a évidemment plein de subtilités expérimentales pour faire des mesures aussi précises. Il faut faire le réseau est vertical, donc il faut faire des accélérations vers le haut et vers le bas pour éliminer l'effet de la gravité. La mesure de l'impulsion initiale et finale n'est pas aussi simple que ce que j'ai décrit. Il y a un schéma interférométrique qui améliore encore la précision. Enfin, une fois qu'on fait tout ça, donc on arrive à H sur M, qui est écrit ici, avec une précision de 1,2 ppb. Et ça, eh bien, ça a permis de déterminer alpha avec une précision de 0,6, puisque en fait, H sur M intervient avec une alpha carré ici. Donc quand on prend la racine carrée de ça, le 1,2 ppb devient 0,6 ppb. Et donc, on gagne un facteur 2 sur la précision. Et ça devient très comparable à la précision de l'autre mesure, celle de Gabriel C. Harvard, à un facteur 2 près. Les autres facteurs ici ont une précision qui est pour l'instant meilleure que ça. Vous voyez, ça c'est à 0,44 comparé au point 2. Donc c'est encore H sur M qui limite, mais il y a une future génération d'expériences qui est annoncée qui permettra de descendre, enfin d'améliorer encore la précision de H sur M pour la rendre plus petite que la précision sur ces termes-là. Alors, il y a plusieurs manières de voir l'intérêt de cette expérience. On est à un stade, là, quand on a cette précision si pour H sur M et donc pour alpha, on est au stade où si maintenant on combine la valeur de alpha qu'on trouve comme ceci et puis la valeur qu'on mesure pour l'anomalie gyromagnétique, on est au stade où on peut tester des contributions qui vont au-delà de l'électrodynamique quantique. Donc on peut tester la contribution des muons et des hadrons à la valeur de G-2. Donc ça devient vraiment intéressant de voir des mesures de physique atomique qui permettent de tester ça. Et si on croit vraiment à l'électrodynamique quantique, donc si on se dit qu'on a tout sous contrôle, y compris les muons et les hadrons, et puis tous les calculs de QED jusqu'à l'ordre 4, je crois, inclus en alpha, eh bien ça permet de mettre
une contrainte sur une possible structure de l'électron. On pense que l'électron est ponctuel, mais on n'en est pas sûr. Donc ça met une contrainte sur une possible structure de l'électron ou également sur des paramètres d'éventuelles particules de matière noire. Donc c'est vraiment des manips qui sont importantes, pas seulement pour notre domaine de la physique atomique, mais pour l'ensemble de la physique, y compris la physique des hautes énergies. Voilà. Je termine par un dernier paragraphe sur ces applications des oscillations de blocs. Dernière diapositive, qui porte sur les mesures de force faible. J'ai déjà fait allusion à ça très brièvement tout à l'heure avec les résultats de Franck Pereira au CIRT. La chose importante à comprendre ici, c'est que les oscillations de blocs, finalement, c'est un moyen de mesurer des forces en unité de fréquence. Et la première chose qu'on apprend quand on fait de la physique expérimentale, c'est qu'on a toujours intérêt à, quoi qu'on veuille mesurer initialement, à se ramener à des mesures de fréquence. Les fréquences temporelles, c'est ce qu'on sait mesurer plus précisément au laboratoire. Donc on a toujours intérêt à convertir la grandeur qu'on veut mesurer, que ce soit une longueur ou n'importe quoi d'autre, en unité de fréquence. Et là, en l'occurrence, les oscillations de blocs, c'est un moyen de faire cette conversion, par cette formule qui est écrite ici. Si je connais le pas du réseau, eh bien, je relie la force à une mesure de fréquence. Alors, il y a plusieurs auteurs qui ont proposé d'utiliser ça donc, pour mesurer des forces qui sont des forces a priori très petites, mais qui sont intéressantes à mesurer. Il y a un premier papier qui est un papier de Carusoto et collaborateurs en 2005, qui a été de se poser la question d'utiliser des oscillations de blocs pour mesurer des forces créées par une surface matérielle, typiquement des effets de Van der Waals-London ou des forces de Casimir-Polder. Donc l'idée, c'est de prendre une onde stationnaire réalisée en envoyant une onde laser en la faisant se réfléchir sur un miroir. Le réseau correspondant est vertical. On mesure les oscillations de blocs de cet atome liées à cette force de gravitation, mais en même temps, l'atome est soumis à une force de la part du miroir, donc ces forces de Van der Waals, London, Casimir, Polder. Et donc, plus l'atome va être proche du miroir, plus ces forces seront grandes. Donc, on ne doit pas mesurer exactement la même période de bloc si l'atome est loin du miroir ou si l'atome est près du miroir. Donc, si mon atome est ici, il y aura une certaine période de bloc, et là, il aura une période légèrement différente. Et la question, c'est est-ce que la sensibilité sur les expériences est suffisante pour mesurer donc, cette légère différence de la période de bloc. Alors, il y a eu un calcul assez simple fait dans l'article de Carusoto et al. Qui l'ont ensuite complété par des approches numériques. Donc là, je donne le résultat du calcul assez simple de ces effets de Casimir-Polder, correction thermique, etc. Et donc la modification de la pulsation de bloc, modification relative en fonction de la distance au miroir, grand D, est donnée par cette formule-là, 0,17 sur D puissance 4, où D est écrit en microns. Et vous voyez tout de suite que ça, c'est finalement assez grand. Si vous prenez un D de l'ordre de 10 microns, on peut faire beaucoup plus petit, on peut rapprocher l'atome a priori à 2 ou 3 microns, et comme ça varie comme D4, c'est important. Mais prenons déjà pour commencer 10 microns. Eh bien, si ici vous mettez 10 microns, vous avez un 10-4 au dénominateur, vous avez un 10 puissance 4 au dénominateur, donc un 10-4 fois encore un 0,1, donc ça fait une correction de l'ordre de 10-5. Et comme on a vu tout à l'heure qu'on pouvait atteindre une pression de l'ordre de 10-7 sur la mesure de la pulsation de bloc, eh bien c'est tout à fait réaliste de mesurer avec une bonne précision ces effets de Casimir-Polder et autres avec les oscillations de bloc. Voilà. Je cite également un deuxième article fait par Wolf et collaborateurs en 2007, qui est un peu dans la même veine que l'article de Carusoto, mais néanmoins avec des schémas proposés différents, où là, il s'agit de faire des interféromètres à partir des états de Wannier-Stark qu'on a vus aujourd'hui. Et l'idée, c'est d'essayer de trouver des déviations par rapport à la loi de Newton. Donc là encore, c'est la force entre un atome et puis un milieu matériel proche. Il s'agit de chercher des déviations par rapport à la loi de Newton, des manips de cinquième force, si vous voulez. Et la conclusion de l'article, c'est que les oscillations de blocs peuvent vraiment servir dans un diagramme où on représente à la fois l'intensité de cette force et puis sa portée. Ce ne sont pas des forces à longue portée, en général, c'est des forces à courte portée, enfin, ce que sortent des modèles théoriques. Eh bien, quand on trace dans un diagramme intensité de la force et puis sa portée, eh bien, des manips à base d'oscillation de blocs pourraient vraiment permettre de remplir des zones de ce diagramme qui n'ont pas encore été étudiées par ailleurs, pour exclure donc des forces de type cinquième force ou autre. Voilà. Et dans tous les cas, ce qui est important, j'ai déjà dit, mais je le répète, et ce sera mon dernier mot sur l'association de blocs, c'est que tout ça, ce sont des mesures qui sont locales, des mesures qui sont faites à une position définie au micron près. Ce n'est pas la peine de faire osciller l'atome sur des centimètres pour voir les associations de blocs, il suffit qu'il oscille entre 1, 2 ou 3 sites, et avec ça, on a une très bonne mesure de la pulsation ωméga B. Voilà. Donc ça termine ce que je voulais vous dire sur ces oscillations de blocs. Et je voudrais maintenant, dans la deuxième partie de ce cours, passer à quelque chose qui, a priori, n'a rien à voir, mais vous allez voir, les oscillations de blocs vont quand même revenir,
qui est la topologie dans un réseau et plus précisément l'exemple des points de Dirac. Alors, on change donc complètement de registre et j'aimerais commencer donc par vous dire ou vous rappeler, selon les cas, ce que sont des points de Dirac dans la physique d'une particule en train de bouger dans un réseau périodique. Alors les points de Dirac, on va les définir pour un réseau à 2 dimensions. Donc on va quitter le monde à 1 dimension qu'on a exploré essentiellement jusqu'à maintenant pour passer à 2D. Donc à 2D, la plupart des choses que j'ai dites jusqu'à maintenant restent valables. D'ailleurs, on en a vu quelques exemples dans les cours qui précèdent quand même. On peut chercher les états propres de Hamiltonien sous forme d'ondes de blocs. Ces ondes de blocs sont toujours des ondes planes fois une fonction périodique sur le réseau. Et l'onde plane est caractérisée par un quasi-moment, donc qui est maintenant un vecteur à 2 dimensions, que je vais écrire Q vecteur, ou alors avec ses coordonnées Qx et Qy. On a des bandes d'énergie, tout comme une dimension, et ces bandes d'énergie sont donc des E indice n de Qx et Qy. Eh bien, un point de Dirac, c'est un point particulier de la zone de Brillouin auquel 2 bandes d'énergie vont se toucher. Donc, elles se touchent en un point. C'est ce que j'ai représenté ici. Vous avez ici un point de Dirac. C'est une figure qui est tirée d'un article de revue de Castronetto et al. Sur le graphène. Vous avez ici un point de la zone de Brillouin où les 2 bandes d'énergie se touchent, si vous avez un zoom sur l'endroit où elles se touchent. Alors plus précisément, pour vraiment parler de point de Dirac, il y a quelques contraintes à mettre sur ce point où les 2 bandes d'énergie se touchent. On veut une relation de dispersion linéaire au voisinage de ce point. Vous allez voir que c'est ce qui sort le plus naturellement quand on prend un point de contact. Et puis, il faut aussi, on va imposer aussi au point de Dirac qu'ils aient une chiralité qui peut être positive ou négative, et je vais définir la chiralité dans un instant. Alors, les points de Dirac, ce sont les caractéristiques emblématiques du graphène. Le graphène, c'est donc ce matériau de cellules hexagonales de carbone, matériau à 2 dimensions, et ce qui fait une grande partie de la richesse du graphène est liée à l'existence de ces points de Dirac, liés en particulier donc à ces 2 caractéristiques que j'ai mises ici, relation de dispersion linéaire et chiralité. Mais même s'ils sont emblématiques du graphène, les points de Dirac peuvent apparaître dans beaucoup d'autres configurations, et en particulier, nous, ce qui va nous intéresser dans ce qui va suivre, ce sont des expériences qui ont été faites dans le groupe de Tillman et Slinger sur un réseau qui n'est pas le réseau hexagonal du graphène. Vous allez voir, c'est un réseau qu'on appelle en mur de briques, mais dans lequel ces points de Dirac se manifestent également. Alors, essayons pour commencer de passer en revue ces 2 caractéristiques essentielles, relation de dispersion linéaire d'une part, chiralité d'autre part. Relation de dispersion linéaire, tout ce que ça veut dire, c'est que si j'écris l'énergie de la bande 0 ici, et puis l'énergie de la bande 1 là, au voisinage du point de Dirac que je vais appeler Q indice D, eh bien, je peux mettre l'énergie sous cette forme-là, epsilon 0, donc c'est l'énergie au point de contact, ici, et puis plus ou moins, selon que je suis au-dessus ou en dessous, que je prends la bande 1 ou la bande 0, h bar C, où C à la dimension de vitesse, fois module de Q moins QD. Donc c'est l'écart entre mon quasi-moment Q et le quasi-moment du point de Dirac QD. Donc voilà ce que j'appelle une relation de dispersion linéaire. Donc C là-dedans est la dimension d'une vitesse. Dans le graphène, C est égal à 1/300e de la vitesse de la lumière. Dire que j'ai une relation de dispersion comme ça veut dire, si je reviens à la notion de vitesse de groupe que j'avais introduite la dernière fois, donc je prends ma vitesse de groupe, je l'avais introduite à une dimension, mais à 2 dimensions, c'est exactement la même chose. C'est 1 sur h bar fois la dérivée par rapport à Q de l'énergie. Donc là, comme je suis à 2 dimensions, c'est un gradient que je dois prendre de l'énergie par rapport au vecteur d'onde Q. Donc on a une vitesse de groupe qui est plus ou moins, qui est la vitesse de la lumière avec une direction qui est dirigée selon ce vecteur unitaire des modules de delta Q sur valeur absolue de delta Q, où delta Q est l'écart au point de Dirac. Donc le module de la vitesse de mes particules ici, c'est petit c. Et c'est un des grands intérêts de cette physique des points de Dirac, c'est que du coup, on se retrouve, quand on étudie le mouvement de particules au voisinage de ce point de Dirac, on se retrouve avec un mouvement qui est similaire au mouvement de particules ultra-relativistes, donc mouvement décrit par l'équation de Dirac. En particulier dans le graphène, quand on remplit donc les états du graphène en tenant compte du principe de Pauli, eh bien, on trouve que le potentiel chimique mu est situé juste à la valeur epsilon 0, donc les électrons de conduction du graphène sont justement situés dans cette zone où la relation de dispersion est linéaire. Donc
le mouvement des électrons est donc quasi-relativiste. Enfin, pas quasi-relativiste, ultra-relativiste. Bien, ça c'est la première chose. La deuxième chose, tout aussi importante, voire plus importante, c'est la chiralité. Et pour expliquer cette chiralité, je vais mettre ici une sorte de modèle minimal pour l'obtenir, cette chiralité. Ce modèle minimal, c'est un modèle de liaison forte. Ça va être un réseau hexagonal, donc comme le graphène pour commencer, mais encore une fois, ce que vous allez voir, le plus important, ce n'est pas vraiment d'avoir les hexagones réguliers, ne jouent pas un rôle crucial ici. Ce qui compte, c'est d'avoir une cellulité à deux sites, que je vais noter A en rouge et B en vert, pour avoir deux bandes d'énergie. Et donc, ces deux bandes d'énergie vont pouvoir se toucher en certains points. Alors pourquoi est-ce que là j'ai un réseau à deux sites? Ça c'est assez simple, hein. Il suffit de regarder un petit peu près ce réseau. Donc si je prends par exemple toutes les barres horizontales ici, je vois qu'un site du réseau appartient toujours à une barre horizontale, mais il peut y appartenir en étant situé à gauche de la barre, ici, ou à droite de la barre, là. Donc, je vais avoir les sites A, qui seront les sites qui seront à gauche d'une barre horizontale, et les sites B, ce sera les sites qui seront à droite de la barre horizontale. Donc, voilà tous les sites A, marqués avec un point rouge, et voilà tous les sites B, marqués avec un point vert. Alors, maintenant, ce dont j'ai besoin, c'est un autre ingrédient, c'est dire que ces sites-là sont équivalents, les sites A et B, donc ils vont avoir la même énergie, epsilon 0. Et puis par ailleurs, comme je suis dans un modèle de liaison forte, je peux avoir des sauts possibles entre proches voisins, et je vois tout de suite, quand je regarde les sauts entre proches voisins, une particule, dans le graphène c'est un électron, sur le site A, peut sauter vers des sites voisins qui vont toujours être des sites B, c'est-à-dire que la particule sur le site A ici peut sauter vers ce voisin-ci, qui appartient donc à une autre cellule unité qui sera cette barre horizontale, peut sauter vers ce site-là, qui est un atome B de sa propre cellule unité, et puis peut sauter vers cet atome-ci, qui est encore une autre cellule unité. Donc un atome sur le site A peut sauter vers trois voisins qui sont tous de type B, et si je prends maintenant un atome de type B, eh bien, il peut sauter vers trois voisins qui sont tous de type A, ce sont les trois points rouges situés ici. Donc ça veut dire que quand je vais regarder l'hamiltonien dans le réseau réciproque, eh bien, il va avoir une forme bien particulière. Alors, ces hamiltoniens dans le réseau réciproque, je vous avais expliqué il y a quelques semaines comment on les construit. Je vais le réexpliquer aujourd'hui, mais je vais le réexpliquer un petit peu plus loin dans le cours à propos du réseau mur de briques qui est utilisé dans l'expérience de Tillman et Singer. Donc là, je vous demande d'admettre la forme du réseau réciproque. Si vous ne vous souvenez pas ou si vous n'étiez pas là le jour où je l'ai expliqué, eh bien, ne vous inquiétez pas, je vais vous redire un peu plus tard comment est-ce qu'on le fait. Mais à ce stade, la seule chose dont j'ai besoin, c'est de dire que l'hamiltonien dans l'espace réciproque, ça va être une matrice 2 par 2, puisque je suis dans un modèle à deux bandes. Et je vous rappelle la structure de cette matrice 2 par 2. Ce qui vient dans le coefficient en haut à gauche ici, c'est ce qui porte uniquement sur le site A. C'est comment est-ce que j'envoie les sites de type A sur les autres sites de type A. Donc finalement, ce que je mets en haut à gauche, c'est comment je couple un atome de site A, enfin une particule sur un site A, plus précisément repéré par l'indice J. J, c'est J, J, Y dans le plan ici, vers un atome, toujours un site A, vers J'. Et là, vous voyez tout simplement qu'un atome rouge n'est couplé qu'à lui-même. Il n'est pas couplé, je ne prends pas les couplages entre voisins un peu éloignés qui enverraient l'atome A sur cet autre site rouge ou sur celui-là. Donc du coup, les seules transitions AJ vers J' que j'ai, c'est simplement AJ vers lui-même, donc c'est epsilon 0. En bas à droite, c'est la même chose, sauf que c'est B au lieu de A. Donc j'envoie tous les atomes BJ vers BJ', mais comme je prends que les couplages entre proches voisins, une pastille verte n'est couplée qu'à elle-même, en termes de vert, donc j'ai encore epsilon 0. Et ce que je mets en dehors de la diagonale, FQ et F étoile de Q, eh bien, FQ, ce sera couplage de AJ vers BJ', donc c'est ce couplage-là vers ce vert-là, vers ce vert-là, vers ce vert-là. Donc c'est une fonction F de Q, a priori, qui peut être relativement compliquée. Et ici, j'ai évidemment le complexe conjugué pour que mon hamiltonien soit thermicien. Voilà. Donc, une fois que j'ai dit ça, eh bien, je réécris donc cet hamiltonien dans l'espace réciproque. Et vous voyez, avec cet ingrédient relativement simple de cellules à deux sites, les deux sites sont équivalents. Donc, je mets la même énergie sur la diagonale, ici, epsilon 0, et puis donc des couplages de A vers B et de B vers A, décrits par cette fonction f de q, eh bien, j'ai une forme générique pour mon hamiltonien. Alors, si vous êtes un peu insatisfait avec ça, je vous donne ici la valeur de f de q pour le graphène. Les calculs sont tous faits dans les notes. Voilà à quoi ça ressemble, un exemple de fonction f de q.
Ça, c'est la fonction f de q pour le graphène. Vous reconnaissez ici grand J, qui est donc le coefficient tunnel d'un site A vers un site B. Et puis ici, vous avez donc Qx et Qy qui interviennent sous forme de fonctions complexes. Ici, vous avez l'exponentielle de I 3A Qx sur 2. Petit a, c'est la distance AB. Et ce sont des réseaux, des hexagones réguliers, donc tous les petits a sont égaux. Voilà, donc voilà un exemple de fonction f de q qui, encore une fois, est une fonction à valeur complexe ici. Une fois que j'ai dit ça, eh bien, les points de Dirac vont sortir assez naturellement. Les points de Dirac, ce sont simplement les zéros de la fonction f de q. En effet, si vous cherchez à diagonaliser cet Hamiltonien-là pour une valeur de q donnée, pour un quasi-moment q donné, ben, diagonaliser ça, c'est trivial. Hein. Le epsilon 0, je le sors de la matrice, puisqu'il est le même, c'est proportionnel à l'identité. Donc j'ai epsilon 0, et puis les valeurs propres, ce sera plus ou moins module de f de qx, qy. Donc la diagonalisation est immédiatement faite. Et la question de savoir si j'ai ou non des points de Dirac, eh bien, ça se ramène à savoir est-ce que j'ai ou non des points où la fonction f de q s'annule. En un point où f de q s'annule, eh bien, il est clair que les deux bandes ici vont se toucher. Et puis si f de q ne s'annule en aucun point, eh bien, les deux bandes sont toujours séparées. Voilà. Donc le point, c'est de trouver les zéros de cette fonction f de q. Et pour comprendre la chiralité des points de Dirac, qui est le point où je voudrais en venir, eh bien, il faut comprendre la structure des états propres de h de q, de la matrice 2 par 2 qui est écrite là-haut, au voisinage d'un zéro de la fonction f de q. Alors, j'ai encore une fois réécrit cet Hamiltonien ici. Je cherche, comme j'ai dit, les zéros de cette fonction f de q, où f de q est une fonction donc, de qx et de qy à valeur complexe. Et je prétends qu'au voisinage d'un zéro, on a toujours, enfin presque toujours, à une phase et une homothétie près, une fonction f de q qui est de cette forme-là. H bar c, qui est donc un coefficient pour avoir la bonne dimension, fois delta qx plus ou moins i delta qy, quelque chose que je peux encore écrire sous la forme petit delta q module fois puissance plus ou moins i phi. Et la chiralité, c'est ce puissance plus ou moins i phi. Selon que j'ai plus ou moins, je dirais que j'ai une chiralité positive ou négative. Alors, je voudrais essayer de justifier ça, et là, je vais le faire au tableau avec un petit dessin. Pourquoi est-ce que les zéros de f de q ont cette forme-là? Donc, la question que je me pose, c'est à quoi ressemblent les zéros d'une fonction f de qx, qy, sachant que f de q est donc une fonction complexe. Donc, puisque f de q est une fonction complexe, f de q a une partie réelle et une partie imaginaire. Donc, j'ai une partie réelle fr de qx et qy, et puis j'ai une partie imaginaire fi de qx et qy. Donc, je prends mon plan qx, qy, comme ceci, et puis je me pose la question déjà des endroits où la partie réelle va s'annuler. Pour que f de q soit nul, évidemment, il faut qu'à la fois sa partie réelle et sa partie imaginaire soient nulles. Donc, commençons par nous poser la question, quels sont les points du plan où une fonction, qui est une fonction réelle de qx, qy, s'annule? Ça, c'est assez simple de se dire que ces points vont être des lignes. C'est-à-dire que j'ai des zones de l'espace où f réelle de qx, qy sera positive, d'autres points de l'espace où elle sera négative, et puis la frontière entre ces points, ce sera une ligne. Donc, de manière très générale, je ne suis pas en train ici de faire des calculs précis, mais ce que je peux dire, c'est que voilà, ça c'est une ligne, par exemple. Sur cette ligne, j'ai donc fr égale 0, et puis à droite de cette ligne, fr va être positive, j'aurai donc des plus comme ceci, et puis à gauche de cette ligne, plus ou moins, voilà, comme ça, fr sera négative. Alors cette ligne, elle peut être ouverte, fermée, je peux en avoir plusieurs des lignes, mais localement, ça a forcément cette structure-là. Ça, c'est pour la partie réelle. La partie imaginaire, même motif, même punition, c'est-à-dire que la partie imaginaire va aussi être nulle sur une ligne comme ça. Donc ça, c'est une ligne où fi est égal à 0. Et puis, pareil, elle sera, disons, positive de ce côté-là de la ligne. Et je peux la fermer comme ça, donc positif partout ici, et puis négatif de l'autre côté. Voilà. Alors, où sont les points de Dirac là-dessus? Les points de Dirac, c'est bien clair où ils sont. Je vais monter un peu le tableau. Voilà. Les points de Dirac sont à l'endroit où à la fois la partie réelle et la partie imaginaire s'annulent, donc c'est au point où ces lignes se croisent.
Donc là, j'ai un point de Dirac, par exemple. Et ce que je vous propose, c'est de regarder la structure de ce zéro un petit peu plus en détail. Donc, je fais un zoom, si vous voulez. Donc, j'ai ici la partie réelle, ici la partie imaginaire, comme ça. Et vous voyez que je vais avoir, dans ce cadran-ci, à la fois la partie réelle et la partie imaginaire. Alors, bon, oui, avec les couleurs, c'est un peu compliqué, je vais tout faire en blanc. Là, à la fois, les deux sont positives, plus, plus. Si je vais mettre ici, qu'est-ce que je trouve? Ben, ici, la partie réelle est devenue négative. Alors, attendez, donc je me suis trompé. Là, c'est plus, moins. Pardon. Donc, la partie réelle est positive et la partie imaginaire est négative. Il ne faut pas que je me trompe. Voilà. Ensuite, ici, les deux sont négatives, moins, moins. Ici, la partie réelle est toujours négative, mais la partie imaginaire est devenue positive, donc ça va être du moins plus. Et ici, c'est du plus plus. Donc, vous voyez, quand je tourne autour du zéro, ici, si je regarde la phase de ma fonction f, eh bien, la phase de la fonction f tourne en puissance iθ. Si j'appelle θ l'angle qui repère la position par rapport à un axe horizontal, par exemple, je pars ici, disons, de ce cadran-ci, j'ai plus plus, donc je suis dans le premier cadran, si vous voulez, du plan complexe. Et puis ici, ma phase devient de l'ordre de pi sur 2, ici elle va de l'ordre de pi, et puis 3 pi sur 2. Donc là, j'ai un zéro auquel je peux, par convention, attribuer une chiralité positive. Quand je tourne autour de 0 dans le sens trigonométrique, ma phase défile de 0 à 2π dans le sens également trigonométrique. Si je prends cet autre 0, ben c'est assez simple de se convaincre que la chiralité est opposée, c'est-à-dire que l'autre 0 il va être comme ça, puis comme ça. Si je fais un zoom, cette fois-ci de ce 0-ci, là, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai plus plus ici. Ici, je vais avoir donc, la partie réelle va être moins plus. Ici, ça va être moins moins, et puis ici, ça va être plus moins. Et quand vous tournez dans le sens inverse, enfin, quand vous tournez toujours dans le sens trigonométrique, comme ceci, vous pouvez vous convaincre facilement que c'est l'inverse de ça. C'est-à-dire que je passe de plus plus ici à moins plus, alors que là, je passais de plus plus à plus moins. Donc, si ici, je dis que je tourne en puissance plus iθ, pour le 0 qui est là, je tournerai en puissance moins iθ. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez... Je vais monter ça maintenant. C'est quelque chose qui est vraiment général quand on regarde une fonction de deux variables qx, y à valeur complexe. Les zéros de cette fonction, sauf cas particulier pathologique, les zéros de cette fonction, les zéros simples, si vous voulez, sont des zéros qui ont une chiralité. Et c'est ça exactement qu'on va utiliser. Donc, on l'utilise de manière directe tout de suite pour expliquer donc, en quoi est-ce que cette chiralité va venir se transcrire sur les états propres. Et pour le comprendre bien, ben, c'est finalement ce qu'on peut dire, c'est faire une analogie avec un spin ennemi dans un champ magnétique. Donc, sachant que j'ai ici donc, une fonction f de q que je peux écrire sous la forme delta q et puissance plus ou moins i phi, ou delta qx plus ou moins i delta qy. Encore une fois, c'est à une phase globale et puis une beauté ci près, parce que bon, ça peut être un peu distordu par rapport à ça, mais ce n'est pas très important d'un point de vue topologie. Eh bien, je peux réécrire l'hamiltonien que j'ai en remplaçant cette fonction f par sa valeur ici. Je peux le réécrire sous la forme h bar c sigma scalaire delta q, quand j'ai un signe plus, c'est-à-dire quand j'ai delta x plus i delta qy, les sigmas sont les matrices de Pauli, ou si j'ai le signe moins, si j'ai delta qx moins i delta qy, à ce moment-là, ce que j'aurai, c'est h bar c sigma delta q étoile. Et cet hamiltonien-là, un hamiltonien en sigma fois delta q ou sigma fois delta q étoile, eh bien, c'est, si je transpose delta q en delta r, c'est exactement l'hamiltonien qui aurait un spin ennemi au voisinage d'un zéro du champ magnétique dans l'espace réel. Parce que je peux regarder la forme qu'ont les zéros du champ magnétique, et les formes des zéros du champ magnétique vont être eux aussi d'une forme qui peut avoir une chiralité. Si je prends le signe plus ici, donc le signe plus, ça correspond à un champ magnétique qui serait de la forme xux plus yuy. Ça correspond au delta x plus i delta qy ici. Donc si je prends un champ magnétique qui est en xux plus yuy, le champ magnétique ici, et donc les états propres de l'hamiltonien sigma scalaire b, puisque les états propres correspondent à un spin parallèle au champ magnétique, vont être pointés comme ça. Si je prends mon champ magnétique en xux plus yuy, donc en ce point-ci, il pointe horizontalement, là j'ai x non nul et y égale 0. Et puis si je tourne comme ça, si je vais ici par exemple, eh bien là à ce moment-là, y est positif, donc mon spin va pointer aussi vers le haut, et puis ça tourne dans ce sens-ci. Donc si je tourne autour du zéro du champ magnétique qui est là, dans le sens trigonométrique, comme ceci, eh bien mon spin, mon état propre de mon hamiltonien,
va également tourner dans le sens trigonométrique. Donc ça, c'est, encore une fois, ce que j'appelle chiralité positive. Mais j'ai un autre type de zéro de champ magnétique B qui correspond à prendre le signe moins ici, delta x moins delta qy, donc en xx moins yqy, où là, à ce moment-là, le champ magnétique, disons, il sort le long de l'axe x et il rentre le long de l'axe y comme ceci. Et quand je prends maintenant donc, mon spin, l'état propre du spin dans ce champ magnétique, eh bien, je vois que si je tourne dans le sens trigonométrique toujours autour du zéro, eh bien, mon spin va tourner, lui aussi, il va tourner de 2π, mais il va tourner dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'il va commencer par s'incliner comme ça, puis ici, il va revenir, c'est un peu fatigant pour le bras, mais j'y arrive, voilà, et il vient se remettre comme ceci. Donc, dans un cas, rotation dans le sens trigonométrique de la trajectoire égale rotation dans le sens trigonométrique du spin, c'est ce que j'ai à la gauche. Dans l'autre cas, rotation dans le sens trigonométrique de la trajectoire égale rotation dans le sens anti-trigonométrique du spin, c'est la chiralité négative, c'est ce que j'ai à droite. Et ce que je viens de vous dire pour le spin, eh bien, ça se transpose vraiment tel quel pour les états propres de h ronde de q. C'est le même hamiltonien, simplement ici c'est la variable r, là c'est la variable q, mais l'important c'est la topologie de la chose. On a donc cette double chiralité possible pour les points de Dirac, c'est-à-dire pour les états propres de l'hamiltonien au voisinage de l'endroit où f de q s'annule. Voilà. Alors, j'en viens maintenant au réseau qui a été effectivement utilisé à Zurich, qui est ce réseau mur de briques. Ce réseau mur de briques, qui est donc une sorte de variante du graphène, si vous voulez, il est obtenu assez simplement, et il permet des calculs plus simples que le graphène, il est obtenu simplement en partant d'un réseau carré et en supprimant simplement un lien sur deux pour les liens horizontaux. On garde tous les liens verticaux et on supprime un lien sur deux pour le réseau horizontal, pour les liens horizontaux. Donc voici le réseau carré dont je pars, avec une kx, donc 0, pi, etc. Et je supprime donc sur cette colonne-là, par exemple, je supprime le premier lien qui était là, le deuxième qui était ici, je garde celui-ci, je garde celui-là. Et puis dans la colonne immédiatement adjacente, je vais encore supprimer un lien sur deux, mais je ne vais pas supprimer les liens qui sont en face, puisque ça ne serait pas intéressant. Donc je vais supprimer celui-ci, donc il n'est plus représenté, je vais supprimer celui-là, et je regarde en revanche le lien AB qui est là, le lien qui est là. Voilà. Et donc on fait apparaître comme ça une structure de mur de briques. S'il y a des maçons dans la salle, ils vont me dire que mon mur de briques n'est pas très bien orienté. Normalement, quand vous faites un mur de briques, les briques, vous les mettez horizontales. Je le sais, j'ai pris la convention qu'ils ont prise à Zurich. Peut-être qu'à Zurich, ils font des murs comme ça, je ne sais pas. En tout cas, voilà à quoi ressemble. Le mur de briques de Zurich est orienté comme ceci. Donc, moi, les briques, je les mets dans l'autre sens quand je fais un mur, mais bon, ce n'est pas très important. Ce réseau est clairement, tout comme le graphène, si je me mets dans le régime des liaisons fortes, un réseau à deux sites. Là encore, je peux prendre les traits horizontaux comme point de repère, et chaque site appartient à un trait horizontal, mais il peut être à gauche du trait horizontal, c'est le site A, il peut être à droite du trait horizontal, c'est le site B, et vous pouvez vous convaincre facilement que vous pouvez retrouver le graphène en distordant ce réseau d'ailleurs, donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Alors, je vous avais promis que je vous dirais comment est-ce qu'on écrit un hamiltonien dans le réseau réciproque, un h ronde de Q. Donc faisons-le ici très brièvement pour que le cours soit complet. Donc comment est-ce qu'on s'y prend ? Eh bien, ça c'est très simple en fait. On se souvient simplement que les états propres peuvent être cherchés sous forme d'onde de bloc. Donc la forme d'une onde de bloc dans un réseau à deux sites, eh bien, c'est toujours la même structure. C'est d'une part l'onde plane et puissance I, R scalaire Q. Alors ici, R, c'est remplacé par la lettre discrète RJ, puisque je me limite à des sites discrets, où RJ, c'est J1 fois A1 plus J2 fois A2. Les vecteurs A1 et A2 sont les vecteurs qui permettent de générer le réseau, fois une fonction périodique sur l'ensemble du réseau. Et donc, une fonction périodique sur l'ensemble du réseau, c'est une fonction qui vaut la même chose sur tous les sites A, et en l'occurrence la valeur alpha Q. Elle vaut la même chose sur tous les sites B, en l'occurrence bêta Q. Et donc le but du jeu, c'est de déterminer les coefficients alpha et bêta qui me garantissent que ça, c'est bien un état propre de l'hamiltonien. Donc je prends cette forme de bloc générale, je la reporte, enfin je dis qu'elle est vecteur propre de mon hamiltonien H chapeau avec une valeur propre E de Q, et si je projette l'équation que j'ai sur chacun des sites du réseau, eh bien on obtient une équation qui est la même en tout site, tout point du réseau, et cette équation, eh bien c'est précisément l'équation qui fait intervenir l'hamiltonien dans le réseau réciproque H ronde de Q. C'est un système 2 par 2, si vous voulez, qui me permet de déterminer les quotients alpha de Q et bêta de Q. Voilà. Et les valeurs propres
de H chapeau de Q, enfin H ronde de Q, ce sont les énergies que je cherche. Alors, à quoi ressemble l'Hamiltonien en réseau réciproque? Eh bien, dans ce cas particulier, c'est assez facile de le voir. Hein. Je vous ai déjà dit que le coefficient en haut à gauche, c'était ce qui envoyait le site A sur les autres sites A, mais comme je me limite aux proches voisins, ben, le site A, comme dans le graphène, n'est couplé qu'à lui-même. Donc j'ai ce epsilon 0 ici, ce epsilon 0 là. Et puis, en dehors de la diagonale, donc ça, par exemple, f de q, c'est ce qui envoie le site A sur les sites B. Et vous voyez, le site A qui est là, il peut être envoyé sur le site B de sa propre cellule, avec un élément de matrice que j'ai appelé JX. Donc, première contribution à f de q, c'est ce moins JX là. Et puis, par ailleurs, il peut être envoyé sur le site B qui appartient à la cellule que je déduis par une translation de A2 ou de moins A2. Il peut être envoyé sur le site B ici, que je déduis par une translation de moins A1 là. Et l'élément de matrice, pour passer de A à B ici, c'est ce que j'ai appelé JY, et même chose JY là. Donc je vais avoir du JY, et puis c'est puissance I A1 scalaire Q pour le couplage vers celui-ci, puissance I A2 scalaire Q pour le couplage vers celui-là. Voilà, donc il n'y a aucun mystère sur la manière d'écrire cet Hamiltonien en réseau réciproque. Il suffit de ne pas se tromper en comptant ces liaisons, mais voilà à quoi ressemble f de q. Maintenant, on est en terrain balisé, puisqu'on sait que trouver les points de Dirac, c'est simplement trouver les zéros de f de q. Donc c'est trouver les zéros de cette fonction. Ici, j'ai remplacé A1 et A2 par leur expression en termes de qx, enfin de petit a, et puis du fait que c'est des vecteurs à 45 degrés. Donc ici, je peux le réécrire, puissance AQX fois cosinus AQY. Alors, quels sont les zéros de cette fonction f de q? Ça, ce n'est pas bien compliqué. Pour que cette fonction-là soit nulle, il faut que la partie réelle et la partie imaginaire soient nulles simultanément. Partie imaginaire nulle, la seule partie imaginaire va être en sinus ici, donc il faut que sinus de AQX soit nul, ce qui veut dire que QX doit être égal à 0, modulo pi sur A. Et puis ensuite, la partie réelle nulle, eh bien, la partie réelle, vous voyez, ça va dire du JX ici, et puis ici du JY cosinus QX, cosinus QY. Donc je peux réécrire ça, par exemple, cosinus QX fois cosinus QY égale moins JX sur 2JY. Alors, est-ce qu'il y a des solutions à ce système d'équations? Ça dépend. Ça dépend essentiellement de la valeur de ce rapport, JX sur 2JY. Vous voyez que c'est un produit de cosinus, ça doit être un produit de cosinus, ce rapport. Donc si jamais il est plus grand que 1, il est clair que ça ne va pas marcher, puisqu'un cosinus est toujours plus petit que 1. Donc si JX est plus grand que 2JY, donc si le rapport est plus grand en valeur absolue que 1, je ne vais pas avoir de solution. Donc là, je n'aurai pas de point de Dirac pour mon réseau mur de briques. En revanche, si JX est plus petit que 2JY, JX et JY sont tous positifs, tous les deux positifs. À ce moment-là, je peux m'attendre à trouver des points de Dirac, qui seront donc au point où cosinus AY égale ce rapport. Je vous rappelle que comme je prends le sinus nul pour QX, le cosinus de QX doit valoir plus 1 ou moins 1. Donc là-dedans, c'est simplement cosinus AQY qui doit être égal à ça. Donc on trouve deux points de Dirac, et on peut vérifier que ces points de Dirac sont de chiralité opposée, comme les deux que j'avais trouvés au tableau ici. Ce n'est pas par hasard, vous allez le voir dans un instant. Alors voilà à quoi ça ressemble. Si je vous trace la zone de Brillouin du réseau mur de briques, donc dans l'espace réel, les vecteurs A1 et A2 sont ici à 45 degrés. Donc la zone de Brillouin est un carré tourné de 45 degrés par rapport aux axes horizontaux et verticaux. Et les points de Dirac, donc vous voyez, ils doivent vérifier sinus QX égale 0, donc QX égale 0. Donc ils sont situés sur cet axe-là, QX égale 0. Et ils sont situés de part et d'autre de l'axe horizontal. J'ai un point QD1 ici et un point QD2 là. Ils sont donc opposés, Q et moins Q, et je prétends qu'ils ont des chiralités opposées. Je vais justifier ça dans un instant. Une remarque sur un cas limite. Le cas limite, c'est quand Jx est égal à 2jy. À ce moment-là, c'est facile de voir ce qui se passe. Ici, si Jx est égal à 2jy, donc cette chose-là va valoir 1, donc avec un signe moins ici. Et ça veut dire que le point de Dirac QD1 va venir toucher le bord de la zone de Brillouin ici. Le point QD2 va venir toucher le bas de la zone de Brillouin là. Mais en fait, les quatre coins de la zone de Brillouin sont tous équivalents. Donc on est dans une situation où les deux points de Dirac se mettent l'un sur l'autre, fusionnent, si vous voulez. Et ça, je vais revenir là-dessus dans un instant au tableau. Alors, ce que j'aimerais dire justement maintenant, c'est essayer de discuter un petit peu leur robustesse. Cette fusion qu'on vient de voir des points de Dirac, est-ce qu'on est sûr que les points de Dirac, on les a, même s'il y a des imperfections dans l'expérience? Alors, première chose que j'aimerais discuter, c'est pourquoi est-ce que je les ai vus apparaître par paire, ces points de Dirac, par paire de chiralité opposées. Eh bien, ça, c'est lié à quelque chose que j'avais déjà eu l'occasion de vous dire, c'est que quand je prends un Hamiltonien invariant par renversement du temps, eh bien,
je sais que si une fonction ψ est fonction propre pour une certaine énergie grand E, eh bien, je sais que le complexe conjugué de cette fonction est également fonction propre. Ça, c'est la variance par renversement du temps qui me le dit. Mais cette fonction complexe conjugué de ψ, donc ψ étoile, en fait, c'est une fonction qui est associée au quasi-moment moins q. Parce que quand je prends le complexe conjugué de l'onde plane et puissance iq scalaire r, je tombe sur la puissance moins iq scalaire r. Donc, du coup, si j'ai un point de Dirac au point qd, ben, c'est très simple de déduire que j'ai aussi un point de Dirac au point moins qd. Et c'est aussi très simple de se convaincre que le point de Dirac en moins qd, il a forcément la chiralité opposée de qd. Puisque si autour de qd, je tourne avec un puissance plus iφ, quand je prends le complexe conjugué, autour de moins qd, je vais tourner avec un puissance moins iφ. Donc les chiralités sont forcément opposées. Donc les points de Dirac apparaissent forcément par paires situés symétriquement par rapport au zéro de la zone, le centre de la zone du bruit loin, et ces deux paires, enfin les deux éléments de cette paire ont des chiralités opposées. Deuxième chose, c'est la robustesse des points de Dirac. Ce qu'on a trouvé pour un réseau mur de briques idéal, est-ce que ça va rester vrai si le réseau n'est pas idéal? Eh bien, la réponse est oui, tant qu'on maintient l'équivalence entre les sites A et B. C'est-à-dire, tant que je maintiens EA égale EB, égal au epsilon 0 que j'ai introduit jusqu'à maintenant, eh bien, je ne peux pas faire apparaître ou disparaître un point de Dirac brutalement. C'est-à-dire que les zéros de ma fonction f de q, finalement, ils sont protégés par leur topologie. Et ça, je peux le redire au tableau en faisant un petit dessin. Si je reprends le dessin que j'ai fait ici, donc j'ai ma fonction f de q, supposons que je change un peu les paramètres de mon Hamiltonien. Ce qui va me changer les valeurs exactes de la partie réelle et changer les valeurs exactes de la partie imaginaire. Ça ne va plus être la même chose. Donc la partie, si je veux respecter mon code de couleur, il me faudrait une craie jaune, voilà, une craie rouge. Donc ma partie imaginaire, par exemple, va se déformer, et au lieu d'être cette boucle-là, si je déforme mon Hamiltonien un petit peu, ça va devenir quelque chose comme ça. Voilà, c'est ma nouvelle partie imaginaire. Ma partie réelle va également se déformer, elle va devenir quelque chose qui va être comme ceci, par exemple. Voilà. Donc là, je vais encore avoir deux points de Dirac. Simplement, ils seront localisés ici. Pardon, je me suis trompé. Ici. Et puis là, alors, au lieu d'être avant, ils étaient, je vais les faire en carré, ils étaient là, et puis là. Donc mes deux points de Dirac, ils ne peuvent pas disparaître comme ça, parce que ce zéro, comme je dis, il est protégé par cette topologie, c'est un roulement de phase de 2π autour du zéro, et il ne peut pas apparaître spontanément. Tout ce que je peux faire, c'est le déplacer localement en changeant la ligne où la partie réelle s'annule et en changeant la ligne où la partie imaginaire s'annule. Le seul moyen de faire disparaître les zéros, je pense que vous le voyez, c'est de déformer suffisamment les parties réelles et imaginaires. J'espère que mon dessin va rester assez clair. Je ne bouge pas la partie réelle, par exemple, je bouge que la partie imaginaire. C'est bouger la partie imaginaire pour qu'elle devienne comme ceci, où je viens tangenter la ligne rouge, et puis après, je passe ici, et là, je n'ai plus de croisement. Donc vous voyez que les points de Dirac, au fur et à mesure où je déplace ma ligne jaune, donc ces points de Dirac qui étaient, je pose tout ça par terre, ces points de Dirac qui étaient ici, viennent là, puis là, ils fusionnent en un seul point, c'est le point où j'ai le point de tangence entre la courbe jaune et la courbe rouge, et puis après, une fois que ma courbe jaune est passée dans ce domaine-là, ils ont disparu. Donc le seul moyen pour ces points de Dirac de disparaître, tant que je maintiens l'équivalence entre les sites A et les sites B, tant que je me limite aux recherches de 0 de f de k, eh bien, c'est de se rapprocher l'un de l'autre, deux points de chiralité opposés, ils se mettent l'un sur l'autre, ça c'est quand j'ai la tangence entre la courbe rouge et la courbe jaune, et puis après, ils disparaissent. Mais voilà, mais tant qu'ils sont loin l'un de l'autre, eh bien, ils sont robustes, ils ne peuvent pas disparaître comme ça spontanément. Voilà, donc c'est un peu de topologie, ça, comme promis. Autre point sur la robustesse des points de Dirac, et après je passe à l'expérience, dans les minutes qui resteront, c'est cette équivalence entre les sites A et B que j'ai bien mise comme hypothèse jusqu'à maintenant. Si je relâche cette équivalence, alors là, pour le coup, les points de Dirac peuvent très bien disparaître. C'est-à-dire que si maintenant je dis que l'énergie sur un site de type A n'est pas rigoureusement égale à l'énergie d'un site B, c'est-à-dire que si je dis que l'énergie d'un site A c'est epsilon 0 plus delta et que l'énergie d'un site B c'est epsilon 0 moins delta, à ce moment-là, mon Hamiltonien dans le réseau réciproque, eh bien, pour parler en termes de matrice de Pauli, il y a du sigma z qui apparaît, il y a un delta et un moins delta ici. Et à ce moment-là, c'est facile, encore une fois, de trouver les valeurs propres de cette matrice-ci. Et les valeurs propres de cette matrice-ci, eh bien, cette fois-ci, elles ne coïncident plus. Enfin, j'ai toujours deux valeurs propres, mais elles ne sont jamais égales toutes les deux, puisqu'elles s'écrivent sous la forme epsilon 0 que j'ai mis en facteur, enfin, que j'ai mis devant,
plus ou moins la racine carrée de delta carré plus module de f de q carré. Donc même en un point où f de q s'annule, j'ai quand même cet écart en delta de part et d'autre de epsilon 0. Et finalement, je transforme les deux cônes qui se touchaient tout à l'heure par deux hyperboloïdes qui ne se touchent plus, qui sont séparés par, ça devrait être 2 delta là sur mon dessin, excusez-moi, je me suis trompé, ils sont séparés par une largeur 2 delta. Voilà. Donc les points de Dirac sont robustes, mais quand même sans exagération, ils ne survivent pas si je commence à dissymétriser les sites A et B. Alors j'avais une remarque ici, mais je vais la sauter parce que ça m'emmènerait un petit peu trop loin. J'arrive au dernier paragraphe, qui est donc comment est-ce que ça a été mis en évidence avec des atomes froids dans le groupe de Tillman et Slinger. Comment est-ce qu'on a fait ce graphène, si vous voulez, ou plutôt ce réseau mur de briques avec des lasers. Alors la manière dont le réseau mur de briques est composé est quelque chose qui est extrêmement élégant, un petit peu subtil, mais vous allez voir, si on prend bien, on arrive bien à comprendre la logique de cette construction. Il va falloir superposer plusieurs ondes stationnaires selon x et une onde stationnaire selon y. Et je vais vous présenter ces ondes par ordre de priorité, si vous voulez. Je commence par la plus intense. L'onde la plus intense, c'est une onde stationnaire le long de OX. On va l'écrire moins Vx bar, cosinus carré Kx plus θ sur 2, où θ est un paramètre de contrôle qu'on peut contrôler en changeant la fréquence du laser. Et pour le moment, on va prendre θ égale pi. Donc θ sur 2, c'est pi sur 2. Donc si vous préférez, cosinus carré Kx plus pi sur 2, ça va devenir sinus carré Kx dans ce qui va venir. Et cette onde-là, c'est l'onde qui est représentée en noir. Là, c'est donc une onde stationnaire selon x. Deuxième système d'ondes, c'est un système d'ondes plus faible qui correspond à ce que j'avais décrit tout au début de ce cours, à savoir cette possibilité de faire des ondes stationnaires à 2 dimensions en verrouillant en phase les différentes composantes. Donc on verrouille en phase l'onde selon x et l'onde selon y. Donc c'est ce qui est représenté en rouge ici. J'ai une onde stationnaire selon x, une onde stationnaire selon y. Et parce qu'on les verrouille en phase, eh bien, quand on regarde l'intensité lumineuse résultant de l'interférence entre l'onde selon x et l'onde selon y, on a un terme croisé qui apparaît en cosinus kx, cosinus ky. Donc l'onde totale générée par ce système rouge-là, c'est d'une part Vy cosinus carré ky, donc une onde stationnaire selon y, ce terme croisé en cos kx, cos ky, et une autre onde en cosinus carré kx. Et les intensités sont choisies de manière à avoir une hiérarchie entre toutes ces ondes. On a a priori 4 ondes différentes, la première que j'ai donnée ici et puis les 3 qui apparaissent dans cette somme. Donc on a une hiérarchie très claire entre ces 4 ondes, entre ces 4 coefficients. Le plus petit de tous, c'est le Vx qui est là. Et lui, il ne joue vraiment aucun rôle, donc on va l'oublier. S'il veut bien disparaître, voilà. On va l'oublier complètement. Vx est complètement négligeable. Ensuite, on a donc ce moyenne géométrique de Vx, Vy, ici, ce coefficient cos kx, ky, qui joue un rôle essentiel pour faire les briques du réseau, vous allez le voir. Et puis après, on a Vx bar cosinus carré kx et Vy cosinus carré ky, qui sont les termes dominants, qui font un brave réseau carré. Donc, si je me limite aux 2 termes dominants, bon, ça ne veut plus marcher. Si je me limite aux 2 termes dominants, à savoir celui-ci et puis celui-là, j'ai mon réseau carré de départ, Vx bar sinus carré kx et Vy cosinus carré ky. J'ai pris θ égale pi sur 2, comme je l'ai dit, enfin θ égale pi là-dedans. Et puis ensuite, eh bien, on va prendre en compte ce terme croisé qui va nous servir à construire les briques du réseau. Alors voilà, comment est-ce qu'on construit les briques? Donc encore une fois, je redonne le réseau carré dominant avec le terme en Vx bar et en Vy. Et maintenant, prenons en compte le terme qui est plus petit, le terme en donc, croisé racine de Vx, Vy, cos kx, cos ky. Alors, je prétends que ce terme va servir à supprimer certains liens du réseau. C'est ça qui va dessiner les briques. Donc, prenons déjà le lien qui correspond au point 0, 0, ici. Alors, si je me mets en 0, 0, cosinus 0 égale 1, cosinus y, donc cosinus 0 encore égale 1, donc tout ça, c'est négatif. Ça vaut moins 2 racine de Vx, Vy. Donc ça veut dire que le terme d'interférence qui est ici est négatif, donc il va abaisser la barrière de potentiel entre le site qui est ici et le site qui est là. Donc l'effet tunnel va être renforcé, puisque j'abaisse la barrière. Donc le lien que j'avais ici, qui était un petit trait fin, devient un trait gros, parce que j'ai renforcé l'effet tunnel. Décalons-nous d'une unité. Je me mets ici. Donc là, je me mets en x égale pi, et puis en y égale 0, toujours.
x égale pi, y égale 0, cosinus de pi, ça vaut moins 1. Donc cette fois-ci, ici, je vais avoir quelque chose qui va être positif. J'ai le moins 2 qui est là, fois moins 1 qui est là. Donc j'ai quelque chose qui est positif. Donc ça me augmente au contraire la hauteur de la barrière. Donc ça va me diminuer l'effet tunnel de ce site-là vers ce site-là. Donc à la limite où ça le diminue vraiment beaucoup, je peux carrément supprimer le lien, et voilà. Et puis enfin, les liens verticaux, ça c'est assez simple de se voir que ces liens verticaux sont sur des lignes qui correspondent à x égale pi sur 2, par exemple, ou x égale 3 pi sur 2. À ce moment-là, le cosinus est nul, là, et donc l'effet tunnel est inchangé. C'est les points où cosinus kx égale 0, enfin, le produit égale 0. Donc, grâce au terme d'interférence ici, qui est a priori plus faible que les autres, on peut moduler les coefficients tunnels de manière à atteindre de manière asymptotique ce réseau mur de briques. Et c'est exactement ça qu'on voulait. Alors comment est-ce qu'on va diagnostiquer qu'on a bien fait un réseau mur de briques, et en particulier comment est-ce qu'on va diagnostiquer qu'il y a bien des points de Dirac là-dedans? Eh bien, on va utiliser les oscillations de blocs. S'il n'y a pas de point de Dirac, si la trajectoire de l'oscillation de bloc à 2 dimensions ne passe pas par un point de Dirac, eh bien, il y a des endroits où les bandes vont se resserrer, mais il y a quand même un écart entre les deux bandes, donc ce sera un croisement évité, et il y aura un suivi adiabatique possible de la bande fondamentale. En revanche, si la trajectoire dans la zone de Brillouin passe par un point de Dirac, à ce moment-là, il n'y a pas de suivi adiabatique possible, et les atomes vont passer de la bande fondamentale à la première bande excitée. Alors, si je visualise ça dans la zone de Brillouin, regardons à quoi ressemble une oscillation de bloc. L'oscillation de bloc est induite par une force qui est créée par un gradient de champ magnétique selon l'axe X. Donc, partons d'un point ici, ça c'est la zone où il y a initialement des atomes dans l'expérience. On met une force donc, liée au gradient de champ magnétique selon l'axe X, donc on accélère les atomes selon l'axe X, les atomes arrivent ici. Là, ils sont en bord de zone. Qu'est-ce qui peut leur arriver? Il faut se souvenir que ce bord de zone-là est exactement le même que ce bord de zone-là. C'est la périodicité de la zone de Brillouin. Donc, ce point-ci est le même que celui-là. Donc, si je continue mon oscillation de bloc, eh bien, je la continue en repartant, en transposant ce point-ci à celui-là. Je passe ici. Je ne suis pas très loin du point de Dirac, mais je ne passe pas dessus, donc tout va bien. Quand je suis ici, ce point-là est le même que celui-là, et je termine l'oscillation de bloc comme ça. Et voilà, donc l'oscillation de bloc, c'est répéter cet ensemble de flèches là un nombre arbitraire de fois. Si maintenant je pars d'un point légèrement différent initial, celui-ci, j'arrive là, ce point-ci est équivalent de celui-ci, et ce point-là, quand j'oscille, là, je tape dans Q des deux, et évidemment, là, les atomes vont faire la transition vers la bande supérieure, donc vont être perdus pour la bande fondamentale. Eh bien, c'est exactement ça qu'ont vu les chercheurs de Zurich. Vous avez ici leurs résultats. Vous avez ici la distribution initiale avant de démarrer l'oscillation de bloc. Donc la zone de Brillouin est représentée avec le carré blanc ici. Et ici, après une période de bloc, vous avez les atomes restants. Donc les atomes du centre restent bien, les atomes du bord restent bien, mais il manque des atomes ici et puis là. Et les atomes qui manquent ici et puis là, ils se retrouvent dans des bandes supérieures. Ça, c'est une image qui est obtenue avec ce dépliement de bande que j'ai décrit plusieurs fois. Ces atomes qui sont ici et puis là, ces atomes qui ont eu le malheur de passer au voisinage des points de Dirac qui étaient situés ici et là dans la deuxième partie de leur oscillation. Et ils ont donc eu cette transition landau-Zener, ils sont passés dans la bande supérieure, et du coup, eh bien, on les trouve ailleurs quand on fait cette méthode de dépliement de bande. Et les chercheurs de Zurich ont pu vérifier que l'endroit où manquaient les atomes était bien là où on les attendait, compte tenu de la relation que j'avais écrite tout à l'heure, cosinus AQY égale moins JX sur 2JY. Ils ont pu faire varier JX et JY pour montrer que les points de Dirac suivaient bien la position qu'on attendait. Chose qui n'est pas facile à faire avec le graphène, de faire varier la position des points de Dirac, ce n'est pas du tout évident, alors que là, ça se fait relativement bien en changeant les coefficients tunnels le long des deux axes. Je termine par le dernier résultat obtenu à Zurich, qui est cette disparition des points de Dirac, le fait que, je dis, les points de Dirac sont robustes, mais il ne faut pas exagérer quand même. Les points de Dirac ne survivent pas si on dissymétrise les sites A et B. Et la manière de dissymétriser les points A et B, eh bien, c'est de tirer parti du coefficient θ que j'avais introduit tout à l'heure, que je m'étais empressé de prendre égal à pi. Maintenant, si je ne le prends pas égal à pi, si je le prends égal à une autre valeur, typiquement pi moins 10% ou pi plus 10%, eh bien, à ce moment-là, on peut se convaincre facilement que ça dissymétrise les sites A et B, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir deux sites A et B qui ont la même énergie, A devient plus haut que B ou plus bas que B, selon que je prends pi plus grand que, selon que je prends θ plus grand que pi ou plus petit que pi. Et ça, on peut le voir en mesurant la fraction d'atomes transférés dans la bande supérieure, c'est-à-dire les atomes qui sont passés par le point de Dirac et qui n'ont pas suivi adiabatiquement la bande fondamentale.
eh bien, on en a beaucoup quand θ égale pi, c'est-à-dire quand les points sont équivalents. Donc là, je transfère des atomes de la bande supérieure, j'ai cette transition de Landau-Zener qui est la signature du point de Dirac. En revanche, dès que je m'écarte de cette valeur pi, à 0,9 ou à 1,1, là, il n'y a plus d'atomes transférés dans la bande supérieure. L'oscillation de Bloch se fait normalement pour tous les atomes, quels qu'ils soient. Et ça veut dire que les points de Dirac ont disparu. J'ai un suivi adiabatique, comme on l'a étudié jusqu'à maintenant. Enfin, il n'y a plus de ces transitions Landau-Zener au voisinage du point de Dirac. Et je dois dire que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais cette analyse, cette expérience a été faite à Zurich, et l'analyse théorique de ces points-là, tout comme la robustesse des points de Dirac tels que je la décrivais ici, ça a été fait dans le groupe de Gilles Montambeau à Orsay. En particulier, ils ont analysé précisément les conditions pour avoir cette transition de Landau-Zener au voisinage de ce point de Dirac au moment de la fusion. Voilà, donc je conclus sur ces expériences de Zurich. C'est des expériences qui sont superbes, mais il faut bien comprendre que c'est seulement un premier pas dans le contrôle de la topologie des bandes dans le réseau optique. Ce qui a été fait dans l'expérience, c'est la mise en évidence des points de Dirac par les oscillations de Bloch. C'était le contrôle de la position de ces points. Mais fort heureusement, j'ai envie de dire, il reste beaucoup de points à explorer si on cherche à suivre l'exemple du graphène. En particulier, ce qui n'a pas encore été vu, c'est la chiralité des points de Dirac, c'est-à-dire quelle est la phase qu'accumule un atome qui tournerait au point de Dirac. Si on faisait des oscillations de Bloch, mais un petit peu plus sophistiquées que celles qui ont été faites, en faisant en sorte que l'atome encercle un des points de Dirac, voir que l'atome accumule une phase qui correspondra à cette chiralité. Cette phase accumulée, elle a un rôle essentiel dans la physique du graphène, c'est elle qui donne naissance à un effet Hall quantique anormal, et on peut aussi essayer de transposer cette expérience d'effet Hall quantique avec des atomes froids pour voir cette chiralité. Et puis par ailleurs, il y a plein d'aspects paradoxaux liés à l'équation de Dirac. Il y a ce Zitterbewegung, ce tremblement de Schrödinger qui est très joli, qui pourrait être mis en évidence avec ce système d'atomes froids. Il y a également ce qu'on appelle le paradoxe de Klein, et je terminerai là-dessus, qui est cette transmission possible à travers une barrière très haute quand on prend l'équation de Dirac, l'équation relativiste, et qui joue également un rôle important dans le graphène, et qu'on pourrait imaginer également de mettre en évidence avec ces atomes froids. Voilà, donc je vais m'arrêter ici, c'est la fin du cours de cette année. Il y a bien sûr le séminaire de Michal Oukine dans une demi-heure, et donc je donne rendez-vous à ceux qui sont intéressés l'année prochaine, à peu près à la même époque, ce sera le mercredi. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.